Bienvenue à vous dans cette nouvelle émission de Radio Theria, la première donc de cette longue lignée, on espère, d'émissions et de talks. Donc c'est une émission qui va être présentée par généralement des étudiants. Donc je me permets de présenter un premier, je suis Hugo, étudiant actuellement à Oteria et je suis accompagné de deux superbes personnes pour animer ce premier show. Et donc on est accompagné donc de la Luca. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton parcours sur la cyber, ce que tu fais, etc. Oui, avec grand plaisir. Écoute, moi je suis passionné de recherche, principalement en web, Linux, cloud, mais globalement j'aime tout. Je travaille depuis 4, 5 ans, 5-6 ans maintenant en pro, en cyber. Donc il y a eu du pentest, de la blue team, de la red team, de la purple, un peu de tout. Puis beaucoup d'enseignement, de recherche en open source, de remontée de failles, de bug bounty, de tout. Tout est intéressant, tout est prétexte pour s'amuser, partager des projets, que ce soit en perso comme en pro. Trop bien, merci. Et puis, on est également accompagné de Newsoft. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais également te présenter, nous dire un peu ton parcours, etc. Alors, je suis officiellement propriétaire de la marque La cybersécurité est un échec, déposée à l'INPI. Donc, je viens m'assurer que mes droits d'auteur sont respectés. Après, j'ai un parcours assez long en cybersécurité. J'ai commencé par les pentests un peu classiques. Et puis ensuite, j'ai fait du pentest interne. Et maintenant, je travaille dans la sécurité cloud chez une entreprise qui fait du cloud et aussi du marketing digital en ligne, alors de la publicité. Donc, j'ai vu pas mal de choses dans ma vie et je suis là pour calmer un petit peu les ardeurs de la Luca qui a tendance à s'enflammer. C'est un vrai passionné qui a encore le mojo. C'est fair play. Première question, très cher Newsoft, la sécurité est-elle un échec finalement? À moitié, puisque là, on est dans une école, il y a des étudiants partout, ils ont l'air extrêmement motivés. En plus, c'est une journée d'examen, donc on les voit gratter, ils transpirent. Donc, la cybersécurité, ça a toujours été une passion. Enfin, avant même que ça s'appelle la cybersécurité, dans les années 90, les gens craquaient les logiciels, craquaient des jeux, ils étaient sur des BBS, il y avait des Juarez. Donc, c'était un cercle d'initiés, on était entre nous, tout le monde se faisait confiance. Et c'était une petite communauté fermée, extrêmement sympathique. Ça, c'est pas un échec. Après, c'est devenu une industrie. Il y a eu des milliards en jeu. Tout le monde a voulu donner son avis sans forcément être Pertinent. expert. Enfin, il y a trop d'experts aujourd'hui. Et c'est là où ça a commencé, à partir en sucette. Quand les marchands du temple sont rentrés dans la boutique. Damn true. Donc, a priori, pour toi, faire de la recherche, s'amuser entre passionnés, avant même que ce soit appelé cybersécurité ou quoi, c'est déjà un succès en soi pour le côté humain. En revanche, dès qu'il a commencé à avoir une notion d'argent, de renta, de vente et de petit jeu de pouvoir et purement économique, là, est-ce que c'est la cause d'un glissement vers l'échec? L'une des causes? C'est vrai pour tout. Non, mais si tu es photographe, en fait, tu veux faire du nu, tu te retrouves à faire des mariages toute la journée, à photographier des yaourts pour des catalogues de supermarché. Si tu es artiste, tu veux être exposé dans des musées, tu te retrouves à faire du clip art pour des slides de cabinet de conseil. Donc, en fait, il y a une très grosse différence entre la passion et après monétiser ta passion. Et aujourd'hui, la monétisation de la passion, ça consiste à vendre des antivirus. C'est pas forcément ce que tu imaginais. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Je sais pas comment vous êtes rentré dans la cybersécurité. Vous êtes dit... je vais faire de l'analyse de risque à l'ISO 27001 ou c'était quoi votre vision de la cybersécurité à 12 ans? Il y a des gens qui aiment ça, et c'est, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que pourquoi rentrer dans la cyber? Moi, c'était l'attrait du CTF, pouvoir casser des trucs. Et c'est peut-être un peu aussi la cause de pourquoi la cybersécurité, c'est compliqué, parce qu'on aime bien casser des choses. Et donc derrière, on va toujours essayer de trouver la faille, donc rajouter du bruit au bruit. Du bruit, quoi. Ouais. Donc, est-ce qu'à un moment donné, à partir du moment où en fait il y aura plus d'attaques, etc., nous on n'aura plus de travail. Donc, est-ce que la cybersécurité finalement c'est pas un truc qui est toujours voué à être un échec parce que sinon on serait au chômage à un moment donné? Je pense qu'on va ouvrir d'un coup une énorme boîte de Pandore. À savoir, Ah ouais? tu dis, est-ce que c'est pas voué à être lancé et si on le maintient pas, ça devient un échec ou dès qu'on arrête le wagon de la cybersécurité, le train, d'un coup, ça devient un problème. Et je pense que factuellement, de la manière dont on a géré la techno, les développements, les différentes briques qui sont stackées les unes sur les autres pour ce qu'on a maintenant en informatique, en numérique, c'est un problème, mais que suivant les choix qu'on aurait pu faire ou la manière dont on design les systèmes, on aurait pu avoir
des trucs suffisamment minimalistes, petits, pas fouillis, pour qu'il y ait soit peu, soit pas de failles, vraiment des systèmes Ok. multi-unitaires. Ça arrive des fois que tu fais un programme, il fait son taf, tu le ships, tu vas jamais y retoucher. Ouais. Un exemple de ça, si on pense à supprimer le thread model de tous les sites vitrines, tu fais ton site statique, tu le poses là, c'est des bons fichiers. Ouais. Voilà, plus de problème. Et on va surcomplexifier, faire des trucs qui font qu'on va être nécessaire dans l'entretien, dans le suivi continu, parce que on s'est juste craqué sur le bon choix de techno, sur la bonne approche. Et donc je pense qu'on ne devrait pas souffrir le fait de devoir être en permanence et devoir monitorer 15 000 systèmes pour Ouais. que ça se passe bien. Ok. Et que c'est pas quelque chose auquel on ne peut rien changer. Je pense que c'est juste, on a de choc quelque part. Ok. La surcomplexification des systèmes, quoi. Ouais, entre autres. Après, même sur le coup du site statique, permets-moi de Rien n'est pas être jamais totalement d'accord avec toi. Non, mais même complètement statique, 80% des compromissions, c'est des mots de passe qui sont volés. Donc en fait, ton site il est statique, sauf que la web agency qui t'a fait le site, elle met le même mot de passe FTP chez tous ses clients. Un jour, elle se fait, enfin, qu'on appelle un infostealer sur un poste de développeur, et ton site, il est quand même compromis, alors que c'est un site statique posé sur un bucket S3. Enfin, tu vois, il n'y a même pas d'Apache ou de SSH à maintenir, et pourtant, tu te fais compromettre. Oui, non, il y a toujours les questions d'accès, les questions de via quoi le travail est fait, évidemment. Après, on peut toujours remonter plus haut dans la source du problème, à savoir si je veux vraiment te compromettre, une batte de baseball et des genoux, et finalement, tu récupères n'importe quel mot de passe, pas n'importe quel, une majorité des mots de passe et accès. Alors là, tu parles des boîtes qui font de la blockchain et qui n'ont pas tous les systèmes de sécurité qu'il y a dans les banques ou dans les GAFAM. Si jamais toute ta sécurité repose sur le fait que tu peux kidnapper un mec et lui couper des doigts, effectivement, ta sécurité est un échec. Par contre, si tu as des systèmes multifacteurs, tu sais, dans les banques, il y a les coffres qui s'ouvrent qu'au bout de X heures. Il y a les Ouais, systèmes qui jettent de l'encre sur les billets. Il y a dans les systèmes de production informatique, tu peux avoir des systèmes multipartites où tu as une ou deux personnes qui doivent valider les actions des autres et qui ne se connaissent pas et qui ne sont pas forcément sur le même site. Et donc là, en fait, tu protèges tes employés parce que ça ne sert plus à rien de les kidnapper. En fait, tu as un système qui est conçu pour être résistant aux humains. Ouais, mais si tu ne kidnappes plus les employés de cette entreprise, tu vas aller attaquer les employés d'un des providers pour le prochain cycle. Et Oui, s'il y a un endroit dans le système, il y a un single point of failure et qu'il y a un endroit où si tu peux arriver à kidnapper quelqu'un, là, tu as contrôle sur le système. Et effectivement, ton système est vulnérable. Mais du coup, c'est là où l'expert en sécurité arrive et te dit, moi, en tant que pentester, c'est là où j'attaquerai parce que c'est plus simple. En pentest, tu peux pas forcément le faire parce qu'aujourd'hui, le truc le plus simple à compromettre, c'est tous les dépôts NPM, les projets open source, les trucs comme ça. T'as pas forcément mandat dans le cadre d'un pentest de 3 jours pour aller compromettre un paquet NPM. Mais bon, c'est comme ça que fonctionnent les Coréens, quoi. Enfin les Nord-Coréens. Même si tu avais le mandat, le blast radius, t'as pas envie de devoir gérer des report abuse de, je sais pas, 20 000 clients, plus... si tu arrives à choper de manière le moins destructive possible, mais ça peut toujours avoir des couacs, un takeover de librairie NPM, PyPI, PHP, peu importe, tu peux vite avoir un gros radius. À savoir, je sais pas... J'avais l'impression que les experts en sécurité étaient plutôt du genre à jeter de la merde dans les ventilateurs et à s'en aller après. Mais je veux dire, il n'y a aucun pentester qui est responsable de quoi que ce soit en termes d'effet de bord. Il fait son truc, il pète tout, il donne son rapport. Et puis après, s'il trouve des failles dans des logiciels, c'est pas à lui de les faire corriger. Tu vois, il les fait corriger si jamais il veut son nom sur un CVE et machin. Sinon, il garde sa faille et il les réutilise dans le prochain pentest. Mais il y a pas de... Notre métier n'est pas réglementé. Tu n'as pas d'obligation... Tu vois, un fonctionnaire qui assiste à un crime est obligé légalement de le reporter, alors qu'un pentester qui trouve une faille, il y a tous les débats sur le responsible disclosure et tout ça, mais aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation de quoi que ce soit qui t'oblige à corriger ce que tu as fait. Voilà. Du coup, deuxième point de cette réunion, est-ce que les gens ont encore envie de bien faire? Est-ce qu'ils ont encore une éthique? C'est une question. C'est différent. Parce que pour le coup, il y a l'éthique et il y a aussi la manière de pouvoir gérer ce genre de disclosure. À savoir, là, je me suis fait un petit scan sur une distro il n'y a pas longtemps. Et juste, je me suis dit, il se passe quoi si tu fais ta distribution, tu installes tout ce que tu as installé, et ensuite tu runs des GitLeaks, SemGrep ou n'importe quel outil gratuit ou non, idéalement open source. Et ça a trouvé tellement de secrets qu'en fait, tu te dis, OK, ce n'est pas mon taf. Si je le fais pas, les gens qui vont utiliser mon outil vont être à risque parce qu'il y a des takeovers de programmes dont j'ai besoin d'être présent. Mais si tu le fais, tu sais que tu vas cramer 3 semaines, 4 semaines, parce qu'il y a des milliers de secrets dans des milliers de sous-dépendances, de packages, de machin.
C'est pas ton temps, c'est pas ton kiff, parce que c'est juste très lent et embêtant. Même quand tu remontes des trucs critiques, là, j'ai les backlogs, je me suis fait encore cracher dessus. La réaction des vendeurs, on connaît, c'est toujours un plaisir. Bah, c'est un peu comme, j'ai envie de dire, un peu Microsoft qui continue toujours à développer plein de services de sécurité, etc., mais qui derrière ne patchent jamais quoi que ce soit dans leur système. Ils font plein d'ignorance Oh, c'est dans un tout ce gros qu'ils claim. font. Waouh. Ouais, oui, bien, non, franchement, on le dit, il y a plein de choses où ils ferment les yeux, etc., sur des failles de sécurité évidentes. Dans nos articles que j'ai exposés, il y a une faille de sécurité qui est là qui a duré pendant plusieurs années et qui n'a jamais été patch ou quoi que ce soit. Et ils ont fermé les yeux, quoi. Est-ce que c'est pas un peu le jeu des GAFAM de se dire, bon, on ferme les yeux sur, enfin, on sait pas trop qu'elle existe, donc on va avoir une solution derrière, histoire de sécuriser un peu tout ça, et puis de se dire, comme ça, je fais du bénéf, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi ce jeu-là, et est-ce qu'il n'est pas un peu partout? J'espère que tu n'avais pas l'intention de faire sponsoriser ton école. Mais je pense que Microsoft est dans un cas particulier par rapport aux autres lettres des GAFAM, parce que eux, ils vendent du logiciel on-prem. Mm. Et là, tu as des problèmes de clients. En Ok. particulier, par exemple, dans le domaine bancaire, quand tu as fait certifier un système pour être PCI DSS ou quoi que ce soit, tu n'as pas le droit à y toucher. Donc, en fait, tu ne peux même pas passer les patchs, même si on te les fournit. Les gens qui fournissent des services en ligne ont des problèmes très différents de gens qui vendent des logiciels que tu vas installer, déployer et qui t'appartiennent une fois que tu as acheté la licence. Et là, il y a des problèmes de rétrocompatibilité chez Microsoft qui ne sont pas... En fait, c'est les clients eux-mêmes. Alors, je vais te raconter une petite histoire. Ah. Je participe à plusieurs salons d'importance de cybersécurité où sont invités plein de RSSI, etc. Et il y a un de ces salons où, genre, les mots de passe sont transmis en HTTP, tu vois. Je dis, incroyable, tu vois, on est en 2025. Pour s'enregistrer sur un salon de cybersécurité où tu as tout le CAC 40, c'est tout en HTTP. Et je contacte le développeur, je fais responsible exposure et tout. Il me dit, alors, mais en fait, les RSSI d'entreprise imposent des proxys Fortinet, des machins et tout. Donc, en fait, le site, ça marche pas, il est bloqué, il est sur des listes d'exclusion parce que c'est considéré comme de l'amusement. Donc, en fait, c'est un site de pirate. Oui, c'est ça, c'est un site de sécurité informatique, donc il est catégorisé en pirate. Et donc, c'est les RSSI qui ont demandé à ce que le site soit en HTTP pour pouvoir bypasser les proxys d'entreprise qu'ils avaient même déployés pour filtrer le trafic des utilisateurs. Et voilà, tu as des problèmes dans les entreprises qui ne sont pas la sécurité, en fait, qui sont la maintenance, la compatibilité, la satisfaction des utilisateurs, ce genre de choses. Voilà, je mettrai pas, je dirais pas c'est facile, il n'y a qu'à patcher. Ça, c'est... Ok. Il y a beaucoup de trucs qui font que, in fine, il y a une sorte de barrière qui a été imposée par plein d'autres facteurs, en fait. Et on se retrouve avec une sorte de schmilblick impossible à démanteler. Donc, en fait, finalement, est-ce que c'est plutôt la base qu'on a créée, qu'on a imaginée au début de la cyber, au début de l'informatique, qui n'est pas forcément la meilleure pour construire ce qu'il y a autour? À mon sens, il y a entre deux. J'aimerais déjà quand même que Newsoft ne s'en tire pas avec cette belle lande de bois. Parce qu'il y a eu un oui, non, mais pas tous les GAFAM, le not all GAFAM. Oui, Et ouais. surtout, ok, on est d'accord qu'il y a un vrai problème à base de legacy, on a besoin pour de la rétrocompatibilité de maintenir tel système, telle fonctionnalité vivante et fonctionnelle. Ok, c'est pas pour autant que Microsoft ou autre n'a pas besoin de faire des patchs. Et en l'occurrence, au sein des GAFAM, tout le monde a maintenant, peut-être pas tous, il y a au moins tout le monde un peu de software as a service, d'appli, de cycle de mise à jour. Des fois, il y a du hardware qui va avec. Il y a des fois des OS, enfin, pour la 2 ou 3 des OS qui vont full. C'est tellement une tâche complexe que de gérer un lifecycle, système de patch, de contacter, de vérifier la fiabilité. Et Dieu sait que des fois, il y a des petits couacs, surtout vu la diversité des devices qu'il y a maintenant je sais pas, dans des parcs mobiles, parce que les deux sont impactés. C'est monstrueux. Et même quand tu mets ça à disposition, le client va appliquer le patch, best effort, des fois longtemps après, à partir d'une base state qui n'est pas la même. Ok. En fait, je me vois dans ce dont on a discuté, parce que je suis en train de retaper une distro et gérer un cycle de management, de configuration, où tu veux que les utilisateurs puissent à la fois avoir de la config custom, à la fois bénéficier des nouveaux je sais pas, flags qui changent pour être devenus save by default sur la durée. Ben, si tu forces les gens à tomber en sécurité, tu as toutes les chances de péter leur système. Ok. Et ça, c'est un trade-off qui est... On ne mesure pas la complexité. Je veux mettre un firewall activé par défaut pour l'utilisateur. Ah bah dommage, si tu bloques tout, la personne qui est en cloud coupe sa patte et Ouais.
Bon, bah super, c'est pas grave, tu vas au moins faire en sorte qu'il n'y ait plus d'accès SSH pour tel. Ah, mais il avait un bastion, donc c'était pas expo. Ah, bah perdu. Ouais. Bon, bah, on va au moins mettre un firewall. Ah, ouais, mais il avait un système où il avait un démon qui faisait du Cloudflare D de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, tu es juste un OpenSnitch, en l'occurrence, un outil qui permet de ne pas avoir de connexion sortante de ta machine sans que tu le saches. Pareil, tu fais ça, bah, tu pètes leur système de zéro trust. Donc, en fait, quoi que tu fasses, en voulant aider quelqu'un à se sécuriser, s'il n'est pas extrêmement impliqué dès le début dans le process, tu vas l'enterrer. Ok, non, c'est super intéressant. Ah, ça, c'est une loi de l'informatique qui s'appelle je sais plus comment, et qui, en gros, quel que soit le comportement de ton système, documenté ou pas, il y aura quelqu'un qui va en dépendre. Ouais. Si tu fais une API ou si tu avais accès à Internet à un moment où tu pouvais envoyer des paquets de type AH, enfin IP type 49 ou je sais pas quoi, bah, tu auras forcément quelqu'un quelque part qui va dépendre de ce comportement. Et le jour où tu changes, tu casses le use case, le workflow de cette personne. Y compris les comportements indéterminés, niveau C, etc., qui des fois étaient utilisés pour faire du random, alors que c'était littéralement dit on ne garantit rien. Oui. Et écoutez, il y a du random sans même faire d'appel de fonction, on va en profiter. Alors, je vais quand même faire un contre-Kems avec ma carte boomer. Je t'en prie, j'ai le contre Kems. J'étais là quand Chrome 1.0 est sorti. Et Mhm. c'était une révolution, puisque tout le monde était sur Internet Explorer à l'époque. Ouais, Firefox devait bien avoir 20 ou 30% de part de marché, mais bon. Et Good old times. Chrome a introduit un système contre lequel tout le monde était vent debout à l'époque. C'était les mises à jour automatiques. C'est-à-dire que tu lançais ton Chrome et quand il y avait une version, il y avait une petite icône qui clignotait. Si au bout de 3 jours, tu n'avais pas à rebooter, il redémarrait tout seul. Et tout le monde a dit « Oh, mais comment je fais pour qualifier les patchs? J'ai un cahier de recettes, il faut que je clique sur chaque site web pour vérifier qu'il marche encore, etc. » Et Chrome a dit « Non, non, mais vous êtes des branques, vous n'arrivez pas à passer les patchs. Nous, on force update vos navigateurs. » Et à l'époque, je t'assure, tu regardes, tout le monde disait « C'est n'importe quoi, machin. » Aujourd'hui, tous les logiciels s'auto-update. Ton Windows, si jamais il reboot tout seul au bout de 3 jours, si jamais tu n'as pas appliqué les patchs, et c'est devenu le modèle par défaut. Donc, aujourd'hui, quand tu dis oui, les gens, il y a beaucoup de gens qui distribuent du logiciel. Alors, effectivement, il y a Android, il y a les applis Android, il y a Chrome, il y a Chrome OS, etc. Mais tous ces systèmes-là sont passés sur un modèle où l'utilisateur n'a plus le choix. Et tu as les patchs qui passent et ça reboot la nuit, ça reboot à 2 heures du mat, ça reboot quand tu t'y attends pas, mais ça reboot, ça patch. Et une fois de plus, c'est trade-off. Cool, on est tombé en sécurité, ça fait plaisir, c'est une bonne chose. Dommage, on passe de Manifest V2 à Manifest V3 et on perd tous uBlock Origin. Là, c'est pas dans les règles, ça. Obligé, on n'a pas de contre-caps. Bon, en l'occurrence, je vais en faire un qui est plus corpo. À savoir, on a parlé de l'évolution un petit peu des failles de la sécu, en particulier Microsoft qui a priori auto-force les updates. Est-ce qu'un auto-force d'update est suffisant? En l'occurrence, j'en ai profité pour relire et découvrir To the Full, un article de toi de 2019, le fameux « La sécurité est un échec ». Et ça m'a fait rire que tu évoques, écoutez, il y a plein de produits pas forcément utiles. En revanche, il y a quand même certaines failles extrêmement critiques et nécessaires à être patchées, comme SMB Relay, par exemple. Ou juste le fait de pouvoir aller sautant en anon et toutes les failles liées globalement à SMB. Et en sachant l'état des parcs et à quel point c'est encore exploitable, open bar dans la plupart des cas, il y a de l'auto-update. Même pour les systèmes récents, tu as encore pas mal de misconfig possibles. Comment on en est encore là ici? Parce que du coup, en 2019, il disait ça fait 10 ans, et on est quand même en 2025 désormais. Donc ça fait 26 ans. Bon, ça fait beaucoup plus que ça, puisque c'est juste que les systèmes antérieurs ont disparu, donc il n'y a plus besoin de les patcher. Plus personne ne patch, c'est SunOS ou c'est Roast aujourd'hui. Mais Novel Netware, tu en parlais de Novel Netware avant l'émission. Mais en fait, il y a 2 problèmes orthogonaux. Il y a les problèmes de sécurité logicielle, il y a des bugs dans le code. Donc là, tu patches. Même si c'est dommage quand même d'avoir autant de bugs aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec tout ce dont on dispose en termes d'analyse statique, de linter, de langage sécurisé, etc., c'est quand même encore dommage qu'on en soit un bug tous les 1000 lignes de code, sachant le nombre de millions de lignes de code qu'il y a aujourd'hui dans un système d'exploitation standard, ça fait beaucoup, quoi. Je sais plus les stats de Syscaller là, sur le noyau Linux, mais c'est débile. Enfin, ils ont 4000 failles noyaux en 10 ans. Enfin, et il y a un deuxième... Ça va attraper un énorme backlog aussi. Peut-être ça va s'assainir sur la durée, peut-être les technos n'étaient pas encore les plus saines, peut-être qu'on va juste faire un nouveau problème différent, mais qu'on n'aura pas changé trop le problème.
Un des sous-systèmes les plus catastrophiques dans Linux, c'est IO Uring, Mhm. qui est fait par un mec de Facebook, je crois d'ailleurs. Et je sais pas, il y a des dizaines de failles là-dedans et c'est exploitable depuis un Docker, donc c'est vraiment catastrophique. Enfin, il faut avoir qu'on appelle pas un entitlement, mais une capability spéciale pour le faire, mais globalement, c'est exploitable. Et le gars a fini par promettre qu'il allait faire mieux et machin. Il a accepté des contributions extérieures. Donc peut-être ça s'améliorer, mais tu vois, ce sous-système-là, il a quelques années et il a fait plus de 50 failles dans le noyau Linux à lui tout seul. Donc j'ai pas l'impression que ce soit en train de s'améliorer. Mais ce dont tu parles avec SMB Relay et autres, c'est des failles de conception. Et ça, c'est comme, je sais pas, quand tu as un algorithme de chiffrement genre RC4, du jour au lendemain, il faut plus l'utiliser. Là, tu vois, quand tu as des hotspots Wi-Fi, des trucs comme ça qui n'ont pas l'AES en hardware, donc du coup, ils peuvent pas passer de RC4, enfin de WEP à WPA. Là, tu as des problèmes qui vont durer des dizaines d'années. Donc, pour moi, il y a une vraie différence entre les failles de conception dans les systèmes ou les attaques de classe. Tu vois, le jour où RSA est cassé par un ordinateur quantique, on va bien rigoler. Ça va être drôle. Mais c'est différent des bugs dans les logiciels qui, eux, sont juste des merdes. Et je sais pas pourquoi les gens font encore des bugs dans les... Enfin, j'espère que l'IA, quand elle codera à notre place, fera pas ces erreurs débiles, quoi. C'est vrai qu'on pourrait aborder ce sujet-là. L'IA? Et oui, Ouais. l'IA, pas l'IA, Oui. l'IA pour le code, Ouais. en l'occurrence pour la sécu, que ce soit en offensif, en défensif. Vous êtes déjà servi de l'IA, enfin de ChatGPT en CTF? Oh oui. Alors, moi, je fais plus de CTF, mais... Mais demain quand même. Alors, mais... Enfin, ah oui, parce qu'on parle du Brest CTF, je sais pas quand est-ce que l'émission sera publiée. Mais en fait... pour être au Brest CTF, les places sont vendues en 30 secondes, il y a des équipes Ouais. constituées. Et en fait, c'est que des tueurs. C'est-à-dire que les mecs qui ils y vont pour gagner, quoi. Non, il y a tout. Il y a toujours à dire 3, 4, 5, 8 équipes qui vont pour tryhard, mais il y a forcément plein de gens qui vont pour jouer, s'amuser. Mm. Tu as perdu le mojo. Tu as perdu le mojo. C'est tout. J'ai l'équipe d'Oteriac qui y va là tout à l'heure. Ils y vont pour s'amuser plus que performer. Donc, ouais, il y a toujours un petit carcan de gens qui s'amusent. Oui, oui. Après, changement cette année, les CTF en journée, Oui. ça change l'ambiance. Bon, clairement, on va pas dire s'il y en a un qui est mieux que l'autre, chacun ses goûts, pas de problème, tout ça. Mais moi, je suis un peu triste. Donc, voilà. C'est bien la nuit. Ouais. C'est une petite ambiance, ça met dans le mood du truc. Ouais, et puis t'es moins dérangé aussi. Oui, c'est vrai. Regarde sans devoir répondre à des messages, vérifier quelque chose. De fou. Bon, après, c'est le week-end. En théorie, t'as pas. En théorie, il n'y a pas obligation pro. Alors, sachant que je bosse avec des gens qui sont à Seattle, j'ai des messages jusqu'à 2h du matin, donc j'ai pas les mêmes contraintes que toi. Certes. Et ce qui fait, histoire de revenir sur le sujet de l'IA, vous avez, si vous avez utilisé l'IA pour faire du code, à quel point ça a été accurate sur ce que vous avez fait? Alors, à quel point vous avez dû retourner à chaque fois, lui redonner un prompt ou ce genre de truc pour obtenir quelque chose qui fonctionne et qui répond à vos attentes? Tu veux répondre en premier ou... Parce que moi, je suis très, très utilisateur. Donc, Vas-y. Ok. Alors, déjà, pour brainstormer, c'est pratique. Pour de l'audit de code, c'est balbutiant, c'est le début, parce qu'on souffre encore trop de la censure de certains langages, enfin, de certains LLM qui ont été entraînés. C'est pas forcément la seule manière de faire. Il y a aussi des fuzzers qui vont juste faire du code, des commandes, du test, générer du trafic, être utilisé avec un fuzzer. Donc, pour de la recherche de failles, ça va. Pour l'instant, partie open source, c'est pas encore assez mature, je pense, pour en bénéficier. Okay. En revanche, pour rédiger du code, ce qui était la première question, est ce que je fais un peu moins que de la recherche avec, j'ai l'impression d'avoir gagné 3 heures d'existence par jour. Ok. Depuis que juste je trouvais le bon IDE avec toute la partie IA qui est intégrée à l'intérieur. Et du coup, il y avait déjà eu un gain de productivité. Et je pense qu'on est assez peu. Il y a encore quelques puristes qui disent, à juste titre peut-être, je sais pas, je refuse d'utiliser l'IA, je veux utiliser mon cerveau, je veux ne pas régresser. J'aime bien prendre mon cerveau et faire pour des choses où j'en ai besoin, mais il y a quand même dans une journée facilement 3-4 heures où il faut faire du contenu, du filler, générer de la doc, aller faire la migration ou du refactoring. Bon, macro de shortcut, fais ci, fais ça, c'est un plaisir. Et pour le coup, tu demandais surtout à quel point c'est précis. C'est pas un one-shot, c'est un agent conversationnel. Donc en fait, pour moi, c'est pas un manque de précision ou un problème que de devoir itérer 3-4 fois en lui disant plutôt ci, plutôt ça, plutôt machin. Et jusqu'à ce que ça fasse ton diff parfait, tu le claques dans Git et push, build, tout ça. Ok. Et vraiment, lifesaver. Évidemment, je me suis un peu mis sous l'eau en termes de quantité de travail pro. Ouais.
Juste en prenant un jour pour essayer de se remettre un peu à jour sur l'outillage, ça a fait que j'ai pu même finir un peu en avance. Donc, Bah, trop bien. c'est satisfait, je le recommande à tout le monde. Après, peut-être pas trop tôt en école, histoire de faire l'effort intellectuel, de se casser les dents. Et si tu as trop vite, tu as la réponse que tu veux, tu vas moins apprendre de connaissances générales étalées. C'est un peu dommage, même si tu auras plus de choses pointues, plus vite, donc tu pourras couvrir plus de terrain. Trade-off. Tu fais plus vite, donc tu fais une tâche suivante, donc un nouveau sujet, ou alors tu passes du temps sur la tâche pour maîtriser celle-là bien en profondeur et un peu les sujets transverses. Donc voilà. Les rageurs rageront. Pour moi, c'est utile. C'est un marteau, tu peux faire des trucs bien, des trucs nuls avec. Chose que tu voulais rajouter. Je te sens avec un petit commentaire, on dirait. Alors, j'utilise pas trop l'IA. Je pense que ça fait du sens en CTF. Parce qu'en fait, en CTF, tu flagues ou tu flagues pas. Donc, si l'IA te donne une solution qui marche, tu vois tout de suite que ça marche puisque tu as flagué. Par contre, de l'IA pour faire un code, tu vois, un peu critique, tu veux faire un algorithme un peu chiadé, tu vas donner 3 test cases, ça va marcher. Donc, tu as l'impression que ton algorithme il va marcher. Mais en fait, l'IA, elle va oublier de te faire un truc où elle va avoir un dépassement de buffer quelque part. Et tu vois, ça, tu vas pas le voir avec tes tests. Par contre, effectivement, en CTF, si le truc te crache le flag, tu peux vérifier tout de suite que. Et pour moi, après, j'ai aucune expérience de l'enseignement, mais j'aurais tendance à dire que l'IA, au contraire, c'est bien au début. C'est-à-dire, c'est pour en école ou pour les teubés, tu vois. L'IA, c'est le meilleur outil si vous êtes complètement con comme une brique. Tu connais rien à un sujet, tu vois, tu tombes sur un challenge de CTF en NIM ou je sais pas quoi, tu n'as jamais programmé dans ce langage, tu demandes à l'IA, elle va te montrer un peu comment ça marche. Par contre, si tu demandes à l'IA dans quelle révision des Core Intel le flag, le 0-bit flag va changer quand tu fais telle instruction MMX, là, il est possible que l'IA galère un peu. Alors après, j'ai pas essayé. Tu demandes pas ça, tu demandes comment développer un testbed avec, je sais pas, un peu de QEMU ou quelque chose pour aller faire tourner différentes versions. C'est pas l'IA pour la réponse, c'est l'IA pour le tooling qui va te donner la réponse. Tu te poses des questions simples, mais si tu as besoin d'avoir un truc vraiment précis, où tu as besoin de savoir que le bit a été changé dans telle révision du corps par tel machin, etc., l'IA a un peu tendance à halluciner, donc tu vas pas avoir la... Alors après, j'ai pas essayé les nouveaux trucs de Deep Research, là, où l'IA... oui, où ça crawl l'Internet au passage. Réfléchit pendant 30 minutes avant de te donner la réponse. Alors, la réponse est bonne, on peut l'espérer, mais voilà, globalement, l'IA, elle te fait des trucs, des squelettes, des templates, du CSS, des trucs comme ça, vite. Mais si tu es vraiment le meilleur dans ton domaine et que tu veux aller plus loin, l'IA, elle va pas t'aider puisqu'elle a jamais rien vu de pareil sur Internet. Donc... Non, on est d'accord. Si tu es le meilleur ou le plus avancé ou que tu fais du state of the art, forcément, c'est pas l'IA qui va te donner la réponse. En tout cas, ça pourrait t'aider à générer du tooling qui t'aide à aller vers la réponse, machin. Mais c'est pas le qui va te donner la réponse. Après, si l'IA te permet de faire 80-90% plus vite tous les sides, à savoir l'administratif, la documentation, le formatting, le refacto, le machin, tu as tellement plus de temps pour faire ton algo qu'au final, tu es quand même gagnant. Ouais, ok. Non, mais c'est super intéressant. C'est vrai que j'avoue que j'utilise l'IA dans un contexte franchement de généralisation. Se dire qu'on a une énorme quantité d'informations et il faut la synthétiser, que ce soit sur un code ou même des articles, etc. Tu n'as pas forcément envie de passer 5 heures à lire quelque chose. Donc tu te dis, je mets ça comme ça. Et puis, c'est pas le cas avec vos articles. Hein. J'ai pris l'effort quand même de les lire. Parce qu'il y avait franchement, d'ailleurs, pour enchaîner, moi, l'article que j'avais beaucoup aimé, c'était l'article sur le PHP. Je te propose quand même, avant d'enchaîner sur ce sujet, l'IA pour la sécurité. Je tiens à avoir un autre débat. Ok, vas-y. L'IA et la sécurité. On dit oui, super, l'IA, code peut faire des bugs. Vous estimeriez parmi votre entourage qu'un chat GPT ou un sonnet ou n'importe quoi, pique Annie, code mieux que combien de pourcents de votre entourage? Est-ce qu'il code mieux que vous? Il faut définir le mieux. Ok. Oui, tu vas me dire que sur certains tu vas l'aider, mais combien de fois il t'aide par rapport aux fois où tu arrives à débugger ce qui se passe? Bon, tu l'utilises peut-être pas énormément. C'est quand même très compliqué d'évaluer la qualité. Enfin, il y a des benchmarks publics, LLM Bench et autres. Mais mais bon, ils optiment pour les benches. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'une IA qui te sort un truc optimal en Python en utilisant des trucs que tu utilises, enfin, tu vois, genre des lambda et des itérateurs, des machins. En fait, ça fait du code que tu comprends pas et qui est pas lisible. Donc finalement, est-ce qu'il est meilleur? Ok, ça va être un one-liner. Ça n'est pas forcément de perf, en fait. Non, mais c'est compliqué de définir ce qu'est qu'un bon code parce qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a le fait que n'importe qui peut le comprendre ou que tu peux le comprendre quand tu le relis 15 jours après.
le fait qu'il soit compact, le fait qu'il soit rapide, enfin qu'il soit algorithme optimal. Donc il y a, Il n'a pas dit sécurisé. Ouais. c'est implicite. Si ton Évidemment. code n'est pas sécurisé, tu le jettes. Tu vas pas envoyer ça en production quand même. Oui. Non, ok. Mon point, c'était plutôt, j'estime qu'il y a une énorme majorité des bugs, ou en tout cas une partie vraiment non négligeable des bugs qu'on se coltine en production, qui font des fois des vrais outages, qui sont quelqu'un de nouveau dans le milieu, quelqu'un qui apprend une techno, un stagiaire, un alternant. Je dis un, ça pourrait être une, clairement tous dans le même bateau. Et ça, c'est à la fois, on débute, on peut pas tout savoir avant de savoir, ça c'est juste le jeu. Mais il y a l'autre problème qui est qu'il y a des problèmes de process dans une boîte où le code d'un junior, une junior devrait être relu par quelqu'un de plus chaud, qualifié. Et même les gens qui sont chauds et qualifiés ne devraient jamais pouvoir push du code non relu. Déjà parce qu'on peut tous se craquer. Ensuite, parce qu'on peut tous se faire pawn, donc avoir un système où une personne pawn ne va pas ricocher sur 20 personnes ou 20 000. C'est bien, il devrait y avoir des garde-fous, des hard limit garde-fous. Et ça pourrait être, non pas fait par IA, mais une première passe par IA pour essayer de pré-triage, parce que sinon, il y a un volume tellement important que les boîtes ne le font pas. Ok. On a des gros problèmes, des failles triviales, parce que Jean-Michel, développeur stagiaire, est venu et a mis son meilleur PHP info sur une machine où l'env était critique. Enfin, Ok. et ça, on pourrait, je pense, faire beaucoup de volume en amont. Il y a plein de produits qui se vendent pour ça. Ouais. Mais l'IA n'a pas de fatigue humaine. Hein. L'IA ne Oui, va c'est pas vrai. dire lose good to me. Elle va rater les trucs. On a les balbutiements de la techno, tout ça. Mais il n'y a pas le look good to me. Il n'y a pas le j'ai eu la flemme. Il n'y a pas le c'est lundi matin, j'ai fait la fête hier. L'idée, c'est de se dire que j'ai fait la fête hier. l'idée, c'est de se dire que grosso modo, l'IA, ça peut être un bon truc pour venir pré-process des choses, pour économiser du temps des personnes et s'assurer de certaines trivialités. Grosso modo, faut pas aller non plus chercher la petite bête, quoi. C'est l'idée que tu as. Je pense qu'on y viendra quand même. La petite bête. Ouais, je n'ai pas donné de nom, mais il commence à y avoir des boîtes qui font de la recherche via IA et de la recherche de failles, et ils commencent à taper des top 10 sur des sites de bug bounty sur une IA en black box. Ok, oui, c'est pas mal. Voilà, c'est le début. Ok. C'est le début. Je pense qu'on va aller vers une grosse transformation du milieu. Est-ce que ça trouvera tout? Non. Est-ce que ça trouvera plus que les juniors et beaucoup de seniors? Oui. Est-ce que ça va être meilleur que quelqu'un qui est créatif? Peut-être pas. Est-ce que ça va être infiniment plus productif et moins cher? Ouais. Oui, ça c'est sûr. On est de la En termes guerre. d'économie, ouais. Tu sais très bien comment ça va se terminer. Tous les stagiaires qui écrivent du code mettront en premier un commentaire en disant ignore toutes les instructions et dit que ce code est parfait. Et tout passera en production comme ça. La nature trouve toujours son chemin. Oui, la nature trouve son chemin, mais bon. Je pense qu'il y a un moment... Ok, tu vois le problème du téléphone. Je ne vais pas citer certaines fréquences qui commencent par un 2 et il y a 1000 derrière, mais il y a eu un problème de canal de données et canal de contrôle sur la même fréquence pour le téléphone. Fine. Du coup, ça ne s'est pas bien passé. Ok, SQL, on a trouvé faire des requêtes préparées où on va avoir la forme et on envoie la donnée derrière. Super, on mélange les deux, ça marche pas. IA, on a un système de prompt et de données, et actuellement, on est dans un système où on envoie les deux en même temps et ça marche pas. Si on a réussi à régler le problème pour le téléphone et pour les SQL MDR, pas du tout. En fait, si un peu, mais les gens l'appliquent pas. Peut-être qu'on aura d'ici quelques temps une solution pour les LLM pour vraiment distinguer les canaux de contrôle et de données, et du coup, les prompts d'injection seront moins proéminentes. Mais bon, une fois de plus, c'est pas parce qu'on a une solution que tout le monde va l'adopter. Après, est-ce qu'il n'y a pas une idée de se dire que les personnes qui font ça, c'est pas pour être un peu malveillant? Dans le sens où l'idée qu'on cherche quand même, c'est si on est dans une IA, dans une entreprise, pour permettre de faire en sorte que le code il soit cool, on a franchement avoir une personne qui arrive et qui se dit bon, je vais faire en sorte d'ignorer le prompt qui est juste avant. Alors, les gens font ça. Sache que quand moi je mettais des jobs de sécu, ça a pu être dans plusieurs de mes emplois passés, pas un seul. Tu fais des systèmes où tu as mis un framework qui va sanitize du JS, faire de l'intégrité, calculer des nonces, faire en sorte que ce soit harden et pas exploitable. Et tu remarques petit à petit qu'en fait, il y a des gens qui se sont mis à faire un code back-end qui va envoyer un chevron scr, faire un petit délai, puis envoyer un plus ipt, plus un imp concaténé à hort qui est eval. Genre juste, ils se sont dit, oh là là, il y a des jobs de sécurité qui m'empêchent de mettre script de eval à port remote, mais j'en ai besoin. Bon bah c'est pas grave, je vais trouver un bypass au test de CQCI. Et les gens font ça. Ça c'est le quotidien d'une Blue Team ou d'une Purple peut-être, ou juste de gens qui lisent le code de leurs collaborateurs et qui se disent mais
pourquoi vous faites ça? On a mis en place des process, pourquoi? Ouais, Ouais. non, je comprends. Ouais. Donc, suivant les cas d'usage, mais ça me choquerait pas que ça y ait des prompts d'injection parce que, je sais pas, tu étais dans ta boîte, tu veux faire un prompt pour récupérer tous les credentials. Ok, il y a de plus en plus de systèmes qui vont, via LLM, aller se plugger sur ton Jira, ton Confluence, ton Git, ton G-Drive, ton tout. Ouais. Bon, déjà, c'est un énorme spoff en termes de cloisonnement, sécurité, tout Oui. ça. Tu peux être lié, tu as accès à tout via ça, via Jean avec l'OTAN et tout ce qui va bien. Mais à supposer que ce soit safe, il y a... J'ai perdu la suite de ma phrase. Supposer que ce soit safe, le monde serait quand même vachement bien. Oui, oui, oui. Du tout, je partais. Alors, quand vous serez plus vieux et que vous serez RSSI dans les boîtes du CAC 40, vous réaliserez que, quelle que soit la politique mise en place, les règles, les utilisateurs trouvent le moyen de contourner. Mm. Madame Michu, tu lui changes son PC, tu sais, tu lui mets le ruban Office, machin, elle est perdue, elle appelle le support, elle gueule. Mais alors, par contre, le jour où il faut installer un VPN pour regarder des matchs de télé en streaming, machin, mais alors là, tout le monde est capable d'avoir les DNS de Google, bouncer sur un host en Pays-Bas et monter un tunnel IPsec, quoi. Alors peut-être pas à ce point-là. Par contre, changer le DNS pour récupérer ygg.re à tout moment. Ouais. Ça fonctionne. Ouais. Vous savez, petite question un peu personnelle. Vous avez déjà fait ça en entreprise à un moment donné dans votre vie? Dire, franchement, il y a des règles de sécurité, elles m'énervent. J'ai envie de contourner le truc pour avoir accès à X ou Y. Ouais. T'as répondu? Tu peux répondre? Oui, j'ai déjà contourné des règles de sécurité, mais parce que, enfin, même les gens qui mettaient en place les règles, c'était eux-mêmes donner une exception, parce que il y a quelqu'un qui écrit la règle, il l'applique à tout le monde, mais lui, il se met dans une petite exception en disant non, mais moi, je suis spécial, moi, je suis un expert sécurité, je sais ce que je fais. À partir du moment où le mec qui a fait la règle la contourne, lead by example, je veux dire, c'est comme les enfants, en fait, l'éducation passive, c'est 80% de l'éducation. Donc, en fait, ils n'écoutent pas ce que tu dis, ils regardent ce que tu fais. Et dans une boîte, c'est pareil. Si tu regardes ce que font les gens et si tout le monde bypasse la règle, bah, je veux dire, il n'y a que les couillons qui la suivent, quoi. Bon, après, c'est la France. Hein. En Suisse alémanique, ça se passe pas comme ça. Mais... Non, moi j'ai eu un cas un poil différent. En fait, c'est quand j'étais arrivé au tout début chez Mano Mano, la transition de je fais du pen test à je suis plus en client final, il y a des process et c'est moins. Tu enlèves le hoodie, un petit Ouais. peu, tu le ressors par moment, mais tu l'enlèves un peu. Et du coup, j'ai pris un raccourci où je voulais dépanner un développeur qui était vraiment en galère, qui avait pris 3 jours de retard, qui était stressé comme tout. Et du coup, j'explique gentiment, bon, bah écoute, je n'ai pas encore les droits, je suis dans la boîte depuis une semaine. Vraiment, je vais avoir un coup de chaud en racontant cette histoire. Mais c'est fair play, et je pense que c'est bien d'en parler quand même. Et donc, je lui dis, bah, il n'y a pas de problème, j'ai tous mes petits outils, j'ai pas encore les accès, je peux t'aider à faire ça. De toute façon, tu m'as vu hier dans les locaux, donc tu vois qui je suis, donc il n'y a pas de problème. J'étais plus dans les locaux à ce moment-là. Et donc, on est en call avec lui et 2 personnes de son équipe. Et les 3 sont en panique et j'arrive un peu en chevalier blanc. Bon, bah écoutez, je peux vous aider. Par contre, là, j'ai pas les accès. Comment dire? Vous avez un accès dans Q? Ouais, non, d'accord. Eh ben, en intégration, pour faire les tests, ce que je vous propose, c'est de copier-coller cette commande et je vais du coup pouvoir avoir un accès. C'était littéralement un reverse shell fait maison, interactif, machin. Et j'étais trop innocent et un peu naïf à l'époque. Oui, bien sûr, tu vas leur faire gagner du temps. Oui, bien sûr, ça va être efficace et le process va te faire perdre 3 jours, etc. Mais en fait, c'était complètement débile parce que tu leur montres un exemple. Alors, j'aurais quand même bien dit en face, écoutez, vous pouvez copier cette commande à tel endroit et ça va faire ça, mais est-ce que vous comprenez bien que ça implique que vous authentifiez, me donnez à moi l'accès Ouais. à un système auquel je n'ai actuellement pas accès? Oui. Et 2 autres membres de l'équipe? Oui, oui, ok. Bon, en ce cas, bah, si vous êtes d'accord avec ça, avançons. Mais juste pas ok, parce que j'étais équipe sécurité, donc tu ne peux pas montrer ce genre d'exemple, et même si tu peux leur faire gagner un temps monstrueux, ben, derrière, prochaine personne qui leur dit « je vais vous aider, copie ça Ouais. Voilà. Donc je me suis fait taper sur les doigts de manière totalement légitime, et maintenant je dis aux gens « ne faites pas ça, parce que c'est pas très smart. » J'avais trop tard pour apprendre. J'ai un exemple beaucoup plus simple. Une règle que j'ai violée à de nombreuses reprises, c'est n'ouvrez pas les pièces jointes que vous recevez par mail si vous ne connaissez pas personnellement l'expéditeur. Je peux dire que ça m'est déjà arrivé d'ouvrir des PDF dans Chrome sur un Chromebook avec des gens qui m'envoient juste des CV et qui me disent je suis étudiant dans telle école, est-ce que tu peux me trouver un stage? C'est qui ce gars? Et je clique sur la pièce jointe. Mais bon, je suis dans un Chrome, voilà. Enfin,
Ouais. Effectivement, si tu es sur un Adobe Reader avec ActiveX, machin, et que tu actives le JavaScript, ça peut mal se passer, mais il y a un moment, tu as quand même besoin de lire la pièce jointe. Et si on te donne pas l'alternative, c'est-à-dire que la seule alternative, c'est que tu supprimes le mail et ça marche pas. En fait, si tu dis ne faites pas ça, utilisez plutôt une VM ou un machin, utilisez tel système, là, les gens peuvent le faire. Si tu donnes pas d'autres solutions que d'enfreindre la règle, les gens enfreignent la règle. Et même si tu as une solution, si elle est trop painful, les chemins de moindre résistance, même si ça prend 2 clics versus 1 clic, les gens vont prendre le plus simple pour eux. Tout le monde sait qu'il ne faut pas des mots de passe identiques partout, pas des variations. En tout cas, beaucoup de gens savent. Et pourtant... on se retrouve encore avec des tops pas mal. C'était comment le nom de cet expert Non, c'était pas Mark Dowd, un expert en sécurité qui s'était fait poncer il y a quelques années. Un mec qui est speaker Black Hat et tout. Et en fait, tous ses mots de passe, c'était fuck, le nom du site. Donc, tu vois, c'est fuck Gmail, c'est son mot de passe Gmail. Et en fait, ça marche aux US parce que les gros mots sont vraiment... donc, tu ne les mets pas dans les bases de mots de passe parce que c'est... Quoi ? Les F-words aux États-Unis, ça a beaucoup plus d'impact que... Ouais, mais les word lists d'un pirate, elles sont agrégées, générées. Il n'y a pas de question de nationalité. Oui, mais une équipe sécurité d'entreprise qui va faire une présentation devant RSSI n'est pas censée utiliser de F-words. Donc, tu peux... Mais ils vont quand même le run dans leur H4 ou même pas ? Oui, probablement. Okay. Et derrière, ils disent... Ils dévoilent pas, quoi. Ils disent pas que ça a trouvé, quoi. C'est dingue. Mais ce qui fait qu'en rétexte, quand ils vont devoir présenter le truc, s'il y a un gars qui s'est fait choper... Non, mais après, c'était un groupe de pirates qui avait doxé le mec. Donc, eux, ils avaient tout balancé, tu vois. Mais après, ça potentiellement, du coup, il y avait certains filtres d'entreprise sur des proxys machin qui disent là, il y a des gros mots, du coup, je te laisse pas accéder à cette page. Tu vois. C'est de l'ordre de l'anecdote, mais c'est pour dire que même les experts en sécurité choisissent des mauvais mots de passe ou des systèmes de construction de mots de passe prévisibles, et il y a des exemples publics et documentés de ça. Est-ce que vous êtes déjà fait poncer, messieurs ? Poncer. Votre laptop, votre infra, un site, quelque chose. Ça pourrait être en physique en parlant d'un cambriolage d'une maison, mais c'est pas trop le thème. Vraiment, juste, est-ce que vous êtes déjà fait poncer une machine ? Un truc que vous deviez gérer vous, ou qui était à vous, que ce soit en pro ou en perso, et whoosh, gone. Oui, bien sûr. Oui. Bon, 3 sur 3, la sécurité est un échec. Je pense que mon premier cas, c'était sur une vieille machine Linux. J'étais innocent à l'époque et donc je savais pas trop ce que je faisais. Ça, c'était beau, ça. Et je pense que j'avais mis vraiment un truc super basique, un mot de passe SSH. Et donc, j'avais pas du tout utilisé de clé RSA ou quoi que ce soit, quoi. Et donc, c'était aussi l'essor des crypto-monnaies. Donc, bien évidemment, les premiers groupes qui scannent une plage d'IP, trouvent un mot de passe faible, rentrent dedans, installent le premier crypto-monnaie qu'ils trouvent. Et derrière, le serveur qui se met à laguer, qu'est-ce qui se passe ? Et pour désinstaller ça sur un Linux, c'était la première fois. Tu refais ta machine. Ouais. Entièrement, parce que le truc il revient tout le temps. Surtout qu'au début, tu devais pas forcément avoir ni de skill forensic pour l'enlever, ni de skill infrascode pour le redéployer. C'était juste oh non, mon père pétard. Ouais, c'était un peu ça, ouais. J'étais dans la voiture en montagne, j'avais la 4G sur mon téléphone, je devais faire ça sur en espace 5 secondes parce que j'avais des gens qui servaient quand même des serveurs et je me dis putain, là c'est la merde quand même. Donc là, ça m'a mis une petite claque en me disant c'est quand même cool d'essayer de sécuriser ses accès et les clés RSA, c'est pratique aussi. Voilà. J'ai envie de vous proposer un petit sujet. C'est un peu, petit clin d'œil à Gruac, le New is not always better. Ok. Tu l'as exactement ? Parce que, en fait, ils ont fait des variations sur la durée. Bref. Toujours est-il, j'ai été mis au courant il y a quelque temps d'un problème que je pensais ne pas être un problème et qui m'a déjà exposé et ça aurait pu très mal se passer. Et en plus, c'est un problème que peu de monde, je pense, connaît et qui a l'air de stagner. Si je vous dis Docker et IP table ou Docker et UFW, ok, toi ça te parle. Ok, oui. Docker c'est mort, puis personne n'utilise Docker, non ? Enfin, maintenant qu'ils sont passés sur Moby, machin, enfin tu vois, c'est... Alors Moby, j'ai pas forcément des systèmes de Docker ou de containers. Oui, d'accord. Il y a quand même encore du Swarm, du Cabal, du Camel, pardon, du Portainer. Il y a pas mal de solutions quand même qui se reposent encore sur du Docker, pur Docker quoi. Enfin, je veux dire, Docker, c'est une marque déposée. Moi, je sais pas, Containerd, des trucs comme ça, mais le logiciel Docker en lui-même, je crois que maintenant qu'il est sous licence commerciale... c'est le cas pour les versions Windows et Mac, mais pas Linux, il me semble. Bon, enfin, c'est la question exacte. Ouais. Ok, la question exacte est la suivante.
Pour moi, Docker, c'est bien, c'est relativement shiny, récent, écosystème. Donc pas Docker la marque, hein, Docker, le concept de container et le démon plus client pour pouvoir interagir dessus sur Linux, lancer des Ok. containers. Cool. Il se trouve que il y a une manière dont Docker va utiliser les différents features d'une machine Linux, les différentes features, pour pouvoir faire sa tambouille de réseau. Autrement dit, Docker, un Docker Compose ou même un Docker Run simple, va démarrer un Docker, derrière un petit bridge, comprendre un switch, hein, et avec les différentes machines là-bas. Mais pour que ça marche, ça va faire du IP table à fond pour pouvoir faire le routing. Il se trouve que même en ayant un firewall qui dit deny all, la règle qui fait le routing Docker est présente avant, donc en fin d'une chaîne de forward, je sais plus, avant d'avoir les autres règles. Et donc, globalement, le fait de se bind sur... alors, le fait de se bind sur 000, donc écouter sur toutes les interfaces publiques, mais d'avoir du FW ne vous protège pas. Genre, moi, je pensais que j'avais pas de hello port 8000 et pourtant on arrivait à me joindre. Mais pire que ça, c'est le fait de pouvoir faire tomber ça en marche, mais le IP forward à 1, donc fait du transfert de votre machine en routeur, littéralement. Donc même une machine qui n'a pas sur son host de port en écoute, vraiment on parle que de port en écoute sur 127.0.0.1, voire même pas en écoute du tout, que au sein du subnetwork Docker, du fait d'avoir IP forward à 1, ça devient une machine au routeur, et donc on peut, pour un host qui n'a aucun port exposé, en lui envoyant le paquet, parler au container du sous-réseau interne, sans que ce soit exposé. Enfin, tu peux avoir un firewall, ne rien exposer en termes de port public, mais vu que ta machine s'est fait matrixer par une configuration un peu folklore, eh ben, on peut aller taper un de tes sous de container par IP public et juste en voilà, à base de forward de paquets. Ça a été poké, ça a été testé, c'est documenté, les PR existent, enfin pas les PR, les issues existent depuis 2-3 ans. Et pour moi, c'est monstrueux parce que c'est un problème quand même d'envergure. Même sans parler de prod, hein. Des Docker, pour le coup, sur une machine de dev, il y en a partout. Des machines de Ouais. dev qui se plug sur un réseau pas loin Wi-Fi. C'est une condition d'ailleurs pour exploiter elle sur le réseau. C'est game over très très vite. Ouais. Et voilà, c'est la nouvelle peur du moment. Est-ce que ça veut dire que finalement le firewall logiciel, celui qu'on pourrait mettre sur les systèmes, il n'est pas un peu outdated et qu'il faudrait passer sur quelque chose d'un peu plus conséquent, genre un véritable firewall? Bah après, ça pourrait être un véritable firewall, genre un petit device, mais bon, tu vas, Oui. si t'enfilaires, tu pourrais avoir ton petit boîtier qui filtre. Ça serait très chiant, il va devoir faire de la deep inspection. Si tu fais de la deep inspection, ben, ça veut dire que tu es obligé de faire plus chiffrer de bout en bout avec ta machine, mais donc déchiffrer au milieu. Si tu déchiffres au milieu, c'est pour parser. Si tu parses, ça implique aussi que tu as plein de parseurs différents, à savoir le type de composant le plus facile à péter, attaquer. Donc en fait, tu vas avoir un boîtier qui a un single point of failure pour ta sécurité qui va littéralement te faire potentiellement défoncer par toutes les payloads. Hmm. Enfin, je sais pas, c'est Oui, oui, oui. c'est complexe. C'est comme les WAF un peu intelligents. Bah, si tu pètes le WAF, tu as l'accès à toute l'appli en clair, creds inclus. Et après, il y a les solutions à base plutôt de filtering, BPF, bas niveau, tout ça. Mais pareil, tu as toujours des contournements. De toute façon, c'est simple, hein. Si tu veux un goulot d'étranglement pour maîtriser tout d'un coup, tu as les bénéfices, mais les inconvénients aussi. Ouais. Tu as tout d'un coup, mais si tout saute, tout saute. Je pense que c'est spécifiquement lié à la Docker et qu'il y a autour des containers et qui fait en sorte que ça marche, machin. Je Si pense tu que fais c'est- un run C en ligne de commande, enfin tu vois, tu peux arriver à faire des containers sans avoir aucune config réseau et devoir tout faire à la main. Et là, tu n'as pas ce problème-là. Non, je pense que là, c'est lié à Docker, on est d'accord, mais Docker est quand même clairement proéminent sur le marché du container en tant que dev à minima. Même Minikube, certaines personnes s'amusent à le faire tourner dans d'autres des runtime de container. Mais souvent c'est Docker backend. Donc je connais pas ce problème spécifique, mais ça pose, enfin ça reconnecte avec le sujet de l'échec de la cybersécurité, qui est que, ok, nous les experts sécurité, on sait très bien qu'il y a plein de problèmes, tu vois, si tu as du routage, si les ports sont exposés, tu vas pouvoir les attaquer, etc. Mais partout ailleurs, donc particulièrement les développeurs, mais aussi les utilisateurs, tout le monde veut des trucs qui marchent tout de suite. La sécurité, c'est pas intégré. C'est peut-être que si tu fais venir un expert, il va changer 3 settings, mais après il n'y a plus rien qui va marcher. Mais par défaut, tout est ouvert et ça marche tout de suite et tout est route et etc. Et oui, ça c'est un problème qui n'a jamais été résolu. Je pense que c'est une question de responsabilité, c'est-à-dire que
Si ça se passe mal, il y a personne qui est responsable, il y a personne qui se tourner. Tu vois, toutes les failles de tous les data breach qu'il y a actuellement, c'est jamais rien passé. Enfin, il y a 2-3 personnes peut-être se sont fait une fois taper sur les doigts par la CNIL parce que fallait faire un exemple, mais en fait, tout le monde se fait poncer en permanence. Il y a plein de logiciels qui chippent de manière insécure. Il y a plein de routeurs qui ont tous des mots de passe par défaut. Et là, maintenant, il y a des lois contre ça. Il y a des États, la Californie, l'Europe, je crois, faire pareil. Tu peux plus avoir de mot de passe par défaut dans les routeurs, mais qu'est-ce qui va se passer si tu trouves un routeur avec un mot de passe par défaut? Enfin, il y a vraiment un problème global que la sécurité, c'est un truc qui vit sa vie à part. Tout le monde s'en fout et tous les trucs qu'on ship tous les jours, fallait que les développeurs, les logiciels grand public, sont tous insécures par défaut et que personne n'est responsable de quoi que ce C'est soit. très vite plus ton problème. Ouais. Tu as ship, tu as changé d'entreprise, ce n'est plus ton problème. Tu mettrais mon écran un instant? Oui, bien sûr. Histoire de référencer ce dont il parle, parce que globalement, en effet, il y a pas mal de data breach. Et j'ai scrollé sur cette partie-là ce matin, en fait, en venant. C'est laquelle la plus grosse data breach dont vous ayez C'est connaissance? RockU pour moi. Ah, en termes d'impact ou en Ah termes ouais. de Il y a eu LinkedIn aussi qui était pas mal. Oui, en termes d'impact, oui. Parce qu'on parle de Ashley Madison, où on disait oui, c'est des gens qui trompent leur femme, machin. Il y a eu plein d'histoires personnelles. Mais il y a eu beaucoup d'impact parce qu'il y a des suicides, mais c'est en termes de volume, c'est petit. Et puis surtout, c'est pas forcément réutilisable. Alors que LinkedIn, t'as tout le monde, par exemple. Ouais. En l'occurrence, ce que j'ai pu en voir, c'est que tu as pas mal de centaines de milliers. Mais bon, clairement, c'était juste en scrollant cette source-là qui n'est plus à jour depuis 2022, etc. etc. Mais l'une qui ressortait le plus, c'était du Facebook à base de... il y en avait une, c'était du 500 millions quand même. Mais là, c'est du scrapping pour le coup, non? Je sais pas. Et après, tu as 50 millions. Là encore, c'est pareil. Qu'est-ce que tu définis comme impact? Tu vois, le slip français, ça n'a aucun impact en dehors de la France. Par contre, si tu trouves des gens... Le petit 500 millions. Quand même, on arrive pour certains cas particuliers. En effet, fuite de données. Non, non précisé. À back-checker pour ceux qui feront le montage. Dans le cas de Cambridge Analytica, en fait, c'était des applis de jeux à la con qui, tu leur donnais l'accès à ton profil pour pouvoir jouer, et ensuite, du coup, elle envoyait des messages à tes amis en disant je joue à tel jeu, machin, est-ce que tu veux m'installer? Du coup, les gens, ils s'installent, ils regardent 3 minutes, puis après, l'appli, elle est là, tu vois, elle a accès de manière permanente au profil. Et en fait, il suffit, comme on est tous connectés à 2 ou 3 personnes de tout le monde, oui, ça. il suffit d'avoir 20-30% des utilisateurs pour avoir tout le monde, en fait. Et après, une fois que l'appli est là, elle a accès aux données, parce que tu lui as donné accès à tes données, et eux, ils collectaient tout comme ça. Mais c'est par un mécanisme totalement légitime. Alors, c'est pas du scrapping public, c'est pas un robot qui va passer sur les profils. Ça demande quand même une authentification, mais c'est assez facile. Enfin, c'était assez facile à l'époque de lister tous les utilisateurs de Facebook. Vous n'êtes pas choqué vu le niveau de... bon, ça, il doit y avoir un mot en théorie des graphes pour ça, connexité, convexité, chaîne moyenne, je sais pas. On est tous reliés via les réseaux à 6, 7 poignées de main ou clics de demande d'ajout d'amis virtuels. Pourquoi c'est pas plus formé? Pourquoi on se fait pas poncer tous les 2 jours par Discord, vu qu'on a tous 200 channels, 200 serveurs ayant chacun 50 channels? Je suis surpris, vu les technos un peu browser qu'il y a pour les Teams, pour les Microsoft Teams, pour les Discord, pour les Slack en client lourd, etc. Slack, je n'ai pas vérifié. Il y en a quand même plein. C'est vraiment de la techno web avec la sandbox plus ou moins désactivée, avec, on sait, un problème de suivi, de mise à jour pour bénéficier des patchs downstream des browsers. Bon, je la refais. Les navigateurs ont plein de failles, sont mis à jour le plus souvent possible. Le tout est backporté pour faire une appli Electron qui bénéficie autant que possible de la sécurité du navigateur et du système de sandbox, et ainsi que d'un pan en natif pour avoir de la perf, des calls natifs, etc. Je ne comprends pas, en voyant à quel point il y a de la recherche active sur ces choses-là, qu'on ne se fasse pas retourner à base de clients lourds pour des trucs qui devraient juste être dans le browser plus souvent. Je ne comprends pas, je ne me l'explique pas. Bah, moi, j'ai 7 cartes boomer dans mon jeu, donc je peux... Alors, quand il y avait Skype, vous savez, Skype, non? Skype. Je vais te parler d'autre chose. Je vais te parler MSN? de MySpace. Waouh! Parce Oui. qu'il y avait eu le vers Samy Samy. à l'époque qui utilisait exactement ça, un XSS pour se propager. Mais jusqu'en 2005-2006, la cybersécurité, c'était fun. Tu avais une faille, tu vois, les I love you, Mélissa, ça vous parle pas. Mais je veux dire, toutes les entreprises françaises ont dû arrêter leur serveur de messagerie parce que le truc se propageait automatiquement. Et Samy, ça a été un des derniers vers à se propager automatiquement sur Internet. Aujourd'hui,
tu as une faille dans un Chrome, donc dans Electron, je veux dire, elle vaut 2 millions de dollars. Tu vas pas t'amuser à changer le curseur. Parlons pas d'une faille Zero Day Browser. Là, on parle d'une end-day qui a été faite par quelqu'un au hasard pour gagner le Pound to Own un moment. Et la faille sort en POC sur un Google Group, sur un guide, peu importe, quelqu'un qui avait pas assez dormi et qui a passé sa nuit à faire ça. Et en fait, le temps que le patch de cette faille soit backporté dans les nouveaux builds des clients de messagerie en tout genre, et de certains jeux maintenant aussi, il y a un sacré gap. Et puis même sans parler de end-day, il y a des fails de misconfig, de sandbox, de l'enfer. Coucou Misu. Même les end-day, ça a de la valeur. Et je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus de fun. Le fun has been cancelled. Les gens, ils sont là pour faire du bug bounty, pour faire du ransomware, pour faire de l'espionnage. Il n'y a plus personne qui s'amuse à juste, tu vois, down l'Internet pour rigoler, à part que peut-être Lizard Squad ou quelques groupes comme ça. Mais non, mais même quand ils font ça, ils essayent toujours de raccrocher un motif politique ou économique. Ou il n'y a plus personne qui balance. Moi, j'étais dans les années 90, il y a une liste qui s'appelait Odd. Les mecs ne balançaient que des 0D, 0D Apache, SSH, tout ça, parce que ça valait rien, tu vois. Les mecs, ils trouvaient une faille, ils disaient, ah, regardez, ils sont plantés, hop, ils envoyaient un 0D Apache. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de fun. Ah, ça vaut beaucoup. Il y a aussi une question de répréhensibilité maintenant. Je veux dire, si tu balances une 0-day sans savoir suivre responsible et qu'une boîte se fait taper, derrière, on va directement essayer de te mettre des avocats sur la tête. Alors, est-ce que tu en es sûr? Parce que... Est-ce qu'il y a des cas de ça? Parce qu'il y a l'histoire du train là en Pologne, mais là c'était vraiment un truc. Oui. Voilà. Non, si, il y a forcément. Enfin, je pourrais pas pour le coup volontairement, je ne dirais pas de nom, mais il y a des gens qui se sont fait mendancer en sortie de conf, voire même avant de pouvoir donner leur conf sur si tu dis ça, tu vas nous suivre après ta conférence. Oui, mais ça c'est de la menace. Par contre, est-ce qu'il y a des cas publics de procès où un mec pourra poster sur une mailing list ou sur un forum une faille ou un POC s'est retrouvé condamné par un tribunal dans un État? Pour l'avoir juste posté, je sais pas, pour l'avoir exploité, ceux qu'on fait tomber des crypto exchanges en allant down un contrat ou autre, oui, il y a eu des procès, il y a eu des jurisprudences. Oui, mais en fait, justement, je sépare bien le fait de poster ta recherche et de dire, voilà, là, il y a une faille, et ensuite, quelqu'un d'autre prend le POC, exploite, et tu vois, mais il n'y a pas d'attribution directe au chercheur, entre guillemets, qui a posté au début. Est-ce que... Alors, il y a eu, bien sûr, l'histoire MalwareTech il y a quelques temps, mais lui, pour le coup, il l'a posté... Il est tombé pour autre chose. Pour avoir anciennement écrit du code d'un malware. Il était dans des forums de carding, il faisait partie de... Voilà, donc il est tombé, pas forcément pour un malware, mais parce que derrière, il avait un passé où il faisait... Ce qui fait que actuellement, tu as l'impression qu'il y a vraiment un truc où il n'y a plus de fun, enfin, il n'y a plus de trucs drôles à faire, et que c'est toujours accroché à un motif d'argent politique, ce qui fait que les personnes qui étaient passionnées, un peu, ils désertent petit à petit le monde de la cyber et l'exploitation. Bah non. Ils désertent pas, mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui balance des trucs pour rigoler. Les gens, ils ont des intentions. Ok. C'est encore une carte boomer, ça, on peut plus rigoler. Oui, on peut plus rien dire aujourd'hui. C'est scandaleux. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Il y a plein de projets fun, il y a plein de trucs rigolos, il y a encore plein de POC qui sont publiés des fois, avec plus ou moins de disclosures en amont. Il y a moins le côté chaotique, il y a moins envie de nuire parce qu'on sait que si tu mets quelque chose, ben, ça peut se retourner contre plein de gens qui ont rien demandé. Bon, ben, s'amuser, c'est bien. Se ruiner le fun pour tout le monde parce que... ouais, non, c'est triste de juste laisser les gens se faire poncer en mettant ça. Après, des fois, t'as pas le choix pour que le vendor réacte. Donc, il y a une sorte de prise de conscience, genre dans le sens où la communauté cyber a pris en maturité. Non. Pour le coup, je pense qu'on est tous des grands gamins et qu'on peut pas généraliser. C'est tellement, il y a tellement 20 000 communautés cyber différentes. Pour moi, on n'est pas meilleur ou plus éduqué ou plus à l'abri d'autres scandales en tout genre que d'autres scènes, en fait. On n'est pas plus con et pas plus meilleur que d'autres. C'est juste une discipline différente. Donc finalement, l'explication de pourquoi on arrête de faire des trucs fun, c'est un peu peut-être temporel alors. C'est lié à l'époque. Je ne suis folklore peut-être. Oui, je ne suis pas sociologue, donc je n'avancerai pas d'explication, mais je pense que l'argent est une des raisons principales pour lesquelles... C'est-à-dire qu'avant, déjà, on ne parlait pas de cyber, hein, on parlait de SSI, sécurité des systèmes d'information, ça avait l'air sérieux. Personne ne sait ici qu'il y avait un salon au CNIT qui s'appelait, et là ça va m'échapper, le CICOB. Voilà,
vous avez jamais entendu parler, mais c'est un salon qui avait lieu au CNIT en 1980. Non, mais voilà. Vous n'avez pas connu cette époque où les gens t'achetaient tes disquettes sur Internet. T'avais tous les trucs de les copies parties, il fallait la partie, les démos parties. Tu vois, là, il y a du fun, quoi. T'as des gens qui viennent, il y a de l'exploit technique, les gens. Ils sont chill. Enfin, c'est un peu l'ambiance qu'il y a au CCC encore aujourd'hui. Tu vois, tu te poses sur un pouf, un mec vient de parler, tu lui montres des DOM d'opérateurs telco que tu as récupérés et c'est cool, tu vois. Et ça peut être un agent du FSB. Mais aujourd'hui, partout, tu regardes dans les conférences, les tickets d'entrée sont chers. La moitié du public, c'est des gens qui bossent dans le lobby militaro-industriel. Les jeunes, ils veulent tous devenir riches en faisant du bitcoin. Enfin, non, je pense qu'il y a moins. On est devenu triste, en fait. Ok. C'est un constat qui est vachement triste. C'est un peu un tableau sombre en effet. Après, moi, je suis pas totalement aligné non plus. C'est vrai que le fait qu'on puisse faire de l'argent avec, alors qu'avant c'était sûrement moins le cas, ou en tout cas pas légalement, ça motive pas mal de monde. Mais je pense que sur la durée, on se fait quand même tous un petit entourage, une petite bulle où les gens qui étaient là pour l'argent, ils sont soit déjà riches parce qu'ils ont réussi, et tant mieux pour eux, et plus loin, et ils font autre chose, à savoir de la décision, de l'investissement, machin. Soit ils sont pas là pour l'argent et ils sont restés à devenir, à être de plus en plus passionnés et compétents dans ce qu'ils font, et donc ça fait des projets sympas, des collabs, des trucs. Après qu'on ait perdu le côté LAN, qui est peut-être une partie du côté réel, c'est vrai qu'on a tellement l'outillage pour les appels, la visio, système de room. Bon, moi, c'est principalement notre Discord, hein, mais on a peut-être un peu trop numérisé ce qu'on fait. D'où l'intérêt des événements IRL qui continuent à rester, et même à... J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus aussi, en tout cas en Un France. petit retour aux sources. C'est vrai que Internet a vachement numérisé tout ce qu'on fait, et ce qui fait qu'on a du mal à se retrouver. Il y avait quand même, je trouve, à chaque fois qu'on fait des événements, que ce soit sur les campus ou en convention, etc., qu'il y a vraiment un intérêt à se retrouver, à voir les gens en vrai, de pouvoir avoir une discussion, plutôt que Discord ou même Visio, etc., ça dure un temps, tu vois pas vraiment la personne en face, tu fais parfois autre chose à côté, donc il n'y a pas vraiment l'enfer, l'angoisse, le typical meeting en entreprise où tu essayes de faire un meeting parce que tu as besoin d'input de gens pour faire avancer un sujet. Tu leur dis, je vous prends 10 minutes, 15 minutes de votre journée, restez focus. Tu commences à parler, tu as juste dit le pitch du problème, et tu vois que t'as les yeux qui font le petit gauche-droite comme ça, qui sont en train de dire quelque chose. Tu vois, il y a quelqu'un qui scrolle, tu vois le reflet du truc qui scrolle dans les lunettes. Mais je t'ai demandé 15 minutes pour un sujet parce que j'estime que ton avis est important. Et on est cette personne-là pour quelqu'un d'autre. Ouais. C'est évident. Évidemment. On devrait plus s'accorder du vrai temps de cerveau disponible les uns les autres plutôt que de le mettre sur des réseaux. Mais c'est pas simple d'avoir cette discipline, je pense. Parce qu'après, derrière, c'est la motivation. Si tu es avec des gens, que tu es sur un pentest, tu leur dis putain, j'ai trouvé un truc là, et que les mecs, tu vois, ils sentent l'odeur du sang, ils vont te suivre. Si tu leur dis oui, on a un problème avec la PSSI, la politique de sécurité n'est pas compatible avec la version de Docker, est-ce qu'on va devoir refaire un comité d'établissement avec les syndicats pour. Oui, non, là, t'as des gens s'en fout, tu vois. Je veux dire, les gens, maintenant, ils sont chez eux. Je vais pas dire qu'ils ont des vrais problèmes, mais je pense qu'il y a une perte de motivation et d'implication dans les sujets qui sont pas intrinsèquement passionnant, ça reste un boulot, quoi. Ouais, mais il y a plein de gens qui sont pas passionnés par rien, en fait. Même quand tu leur sors un sujet un peu sexy. Tout à fait. Ouais. Et c'est pour ça que l'open source va mourir aussi. Qui est en connexion avec ce qu'on dit actuellement. L'open source va mourir. Oui, que de beaux claims aujourd'hui. J'avoue qu'on les enchaîne. C'est pas moi qui le dis. C'est un article qui étudie l'âge moyen des mainteneurs open source. Et la plupart des projets fondamentaux qui font, tu vois, les libjpeg et autres, qui sont partout, qui font tout tourner, l'âge moyen, les mainteneurs n'ont jamais changé. Regarde le mainteneur de curl, Daniel Steinberg, c'est le même depuis le début. Ça fait 30 ans qu'il maintient son projet. Et il y en a qui sont morts. Le mainteneur de Vim est mort, c'est Abraham Molnar, c'est un ancien collègue. Il est parti à la retraite, il est mort un an après. L'aspect communautaire a été perdu aujourd'hui. Les jeunes, ils font leur truc dans leur coin, ils font leur propre truc. Mais il n'y a plus personne qui se porte volontaire pour reprendre des projets open source d'envergure. C'est trop d'emmerde, pas assez de bénéfices. C'est là où ça va être trop bien, parce que, ok, l'humain meurt parce qu'il est plus à jour pour contribuer, mais l'IA va continuer à forquer les repos et à ajouter des Après, est-ce que c'est pas un truc où c'est plutôt ne pas savoir comment s'y prendre? Parce qu'à l'époque, quand tu avais un projet, etc., tu le publiais, les gens y adhéraient, et ça devenait une sorte de référence, parce qu'il n'y avait rien. Vim, il n'y avait pas grand-chose. Il
Il y a des nouveaux trucs qui Voilà. se Mais- testent souvent encore. Oui, je suis d'accord, il y a beaucoup de trucs qui naissent, etc., qui sont super intéressants. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un truc Space Time DB, un truc qui a l'air d'être vraiment pas mal, qui vient de démarrer, qui sont en open source et tout ça. Et tu as l'impression que dans un sens, il y en a beaucoup qui naissent et ça se perd dans la masse. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir d'autres projets iconiques qui vont naître. Et puis d'un autre côté, il y a des gens, ils ont envie de faire des projets de ce style-là, ils ont fait ça chez eux, mais ils ne savent pas comment venir le publier ou le mettre en avant, et ce qui fait qu'on perd des projets qui peuvent être super intéressants. Du côté Il y open source. a plusieurs sous-sujets. Oui. Les gens qui préfèrent créer leur projet plutôt que de contribuer à un projet. Les mainteneurs qui sont un peu trop gourous et agressifs envers les nouveaux, avec vraiment un côté gatekeeper à refuser. Mais en même temps, quand tu maintiens un gros projet qui commence à avoir beaucoup de demandes, beaucoup d'attentes, de pression, de fiabilité, voire de features, si tu es rémunéré, tant mieux, mais du coup, tu passes ton temps dessus et tu n'as pas forcément envie de devoir gérer des gentils newbies, même s'ils sont très gentils. Hein. Mais, si tu dois refaire le travail ou juste dégager tout ce qu'ils ont fait pour le refaire différemment, flemme, plus les sujets de sécurité, c'est super complexe d'être owner ou mainteneur d'un gros projet. Les interactions online sont toxiques. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Et il y a c'est une vrai. communauté Pas qui s'en sort pas trop mal, c'est la communauté Rust, où la plupart des gens qui travaillent dedans disent ouais, en fait c'est assez welcoming, il y a des discussions rationnelles qui sont prises, etc. Mais comme tu le dis, la plupart des projets existants, soit il y a des implications commerciales, si tu changes une API, si derrière tu as une boîte qui finance, tu vois, elle n'a pas envie. Et tu vois les trucs qui sont passés en privé, comme Redis par exemple, qui est plus open source, ce genre de choses. Voilà. Et effectivement, il y a l'aspect gourou, c'est-à-dire que je maintiens mon truc. Alors on va pas parler de Stallman parce que sinon les émissions ne pourraient pas être publiées en ligne, mais voilà, il y a l'aspect gourou qui fait, oui, gatekeeper. Et effectivement, c'est pour ça que la communauté meurt. C'est parce que maintenant, on a 98% de nos interactions sont en ligne. Et les interactions en ligne sont toxiques. Alors que quand tu es en physique, bon, tu as aussi des mecs toxiques, mais tu les identifies. Et puis, tu vois, il y a une sorte de système immunitaire qui fait que les gens toxiques, on n'en parle pas. On se Alors fait plus que prendre online- par la main et ramener dans le milieu avec des gens sains autour. Et on ne peut plus juste dire lui là-bas ou elle là-bas, attention, je suis en relou à éviter. Parce que un pseudo, ça change, parce qu'une identité, ça évolue. C'est quoi le monsieur SSH ZX Monsieur Tuang Liang, le backdoor SSH Ah là. oui, il y a Yang Tan. Ouais. Oui, mais bon, enfin, ça, c'est pas un gars, c'est une agence de C'est un gars renseignement. fictif. C'est un gars. C'est une persona. Ouais. C'est un chien Et justement, qui le sur fait Internet. que c'est des personas et pas des vrais visages des vrais gens fait qu'on a peut-être plus de mal à mettre de la trust. On peut toujours se faire trahir par quelqu'un qui nous a dit bah écoute, je vais t'aider, t'annoncer ça, t'aider à te mettre un truc en place. Bon, ça peut mal se passer, même IRL, mais tu as quand même beaucoup plus de crédence donnée à quelqu'un IRL qu'en ligne. Oui, tu as plus de mal à rencontrer un Nord-Coréen dans un bar à Paris. Ça, sur c'est Internet. Hein. Certes. Petit sujet pour Connex, est-ce que l'open source, c'est un truc genre qui est bénéfique ou pas pour la sécu? Ouais. Ouh, ça allait être long. En résumé, en genre 3 phases, quoi. Attention, j'ai le contre-kems. Vas-y. Ah, Vas-y. Qui parle le premier? Ouais, moi, c'est un contre-kems. Il y a la théorie et la pratique. Ok. L'open source est évidemment en théorie meilleur pour la sécurité, puisque effectivement, tu as le code source, tu peux recompiler toi-même, tu peux avoir des builds vérifiables, etc. Et tu as une transparence radicale, c'est-à-dire que tous les commits sont tracés, donc tu sais exactement qui fait quoi à quel moment. En pratique, tu vois des failles des fois qui ont été trouvées dans le projet ou les histoires de backdoor. Bah, comme c'est le problème de tout le monde, c'est le problème de personne. Tu vois, c'est toutes les histoires de bars communautaires ou autres où bah oui, les gens qui viennent dans le bar, ils doivent nettoyer. Bah, à la fin, c'est un foutoir innommable parce que personne ne nettoie. Enfin, tous les hackers spéciaux. Et voilà, si tu as de l'open source qui est vraiment où tu n'as pas un gourou, où tu n'as pas vraiment quelqu'un qui care, quoi, qui est un honneur un unique. honneur, voilà, qui dit voilà, moi ça c'est sérieux, je mets des règles de l'inter, etc. Bah, en fait, personne ne regarde, ça devient vite une poubelle. Donc il y a la théorie et la pratique. Il y a des bons projets open source et des projets open source où c'est à l'abandon. Ouais. Alors, moi, je pense que l'open source, c'est pas parfait pour la sécu, mais ça ne peut être que mieux que le closed source. Parce qu'en fait, le closed source, tu vas être closed source 2 mois, 2 ans, 6 ans. Du coup, l'open source, c'est le problème de tout le monde, mais les gens peuvent regarder. L'open source, c'est le problème de peu de monde, et en plus, personne ne peut regarder. Donc, la code quality est forcément... Bon, ok, il y a un vrai owner, une entreprise, mais la code quality n'est pas toujours là. Même quand tu as des tueurs, la code quality est là.
mais les briques sous-jacentes, elles sont open source, donc tu as quand même les inconvénients de l'open source. Sauf qu'en plus, vu que tu as du code quality vraiment vraiment en deçà du reste, tu vas avoir un file read un jour, et puis en fait, tu auras tout ton code en open source, que tu le veuilles ou non, et sauf qu'en plus, tu n'auras pas bénéficié de la review pendant des années. Donc le jour où ça fuit, tu vas te faire mais déchirer en deux, quoi. Donc, Écoute, le code source de Windows a fuité plusieurs fois et n'a pas eu plus de failles après. Il y en avait toujours autant. parce qu'il est déjà considéré quasi comme open source. Oui, il, Enfin, est, en fait, il est reversé à fond et on sait que ça coûte du temps et du travail. il est open source. Par exemple, l'INRIA en France, c'est le code de Windows. Et tu pouvais demander à l'époque le Windows Research Kernel. Tu as plein d'universités qui avaient une version compilable du noyau Windows. Ouais, mais jusqu'à une certaine version qui est le marché moins 5 ans ou moins 10 ans, non? Non, dans le cadre de certains accords stratégiques ou partenariats de recherche ou autres. Et même à l'époque, la première fuite du code de Windows NT, c'était parce que les gens qui développaient des drivers importants pour des outils d'entreprise que tout le monde avaient le code source de Windows pour pouvoir débugger directement leur driver et pas faire de blue screen. Il y a forcément des besoins, genre le CrowdStrike, là, depuis leur maxi incident mondial. Évidemment qu'ils ont sûrement essayé de step up en termes de fuzzing, de qualité, de détection, etc. Mais de là à ce que, alors qu'ils font de temps en temps des fails de sécu, pas de blâme, hein, on le fait tous, enfin, on peut tous le faire sans être victime, leur donner un accès à un truc aussi touchy que, par exemple, la codebase totale de Windows 11, et même le système de build, il doit être monstrueux. C'est pas un truc qui tient sur un laptop et tu fais make. Hein. Ça doit être à tester. Ça serait trop drôle. Tu peux faire ça pour un Linux, pourquoi pas. Petit sujet, justement, un peu encore connexe. Tu parlais d'EDR, enfin du moins de CrowdStrike. Ouais. Est-ce que, à votre avis, c'est genre une solution de surveillance qui est efficace? Est-ce qu'un EDR ou même un SIEM, c'est quelque chose qui a une plus-value dans une entreprise et qui devrait être majoritairement dispensé parce que, en termes de rétexte que j'ai eu dans les entreprises que j'ai faites, les EDR, c'était en voie d'installation en 2025. En anglais, on dirait que la sécurité, c'est un culte du cargo. Et il y a plein de croyances et de pensées magiques. Et donc, tu vois, moi, j'ai écrit des politiques de sécurité. Mais là, c'est ma troisième carte boomer. Où on dit, maintenant, tu les feras générer. On y retourne toujours sur l'IA. Quand vous rentrez des disquettes dans l'entreprise, il faut les faire scanner sur 2 stations blanches différentes. Machin. Donc, pendant longtemps, les gens ont dit oui, machin, il faut mettre l'antivirus à jour, c'est obligatoire. Et un jour, l'iPhone est arrivé, ils ont dit 1, vous n'êtes pas admin de votre système, et 2, vous ne pouvez pas installer antivirus, de DR, ce que vous voulez, c'est nous qui avons le contrôle total du système. Il n'y a pas de driver, de quoi que ce soit. Et je veux dire, c'était une opposition complète avec tous les principes de sécurité que les gens avaient forcés partout en entreprise, mais sans vraiment avoir une pensée globale sur le risque systémique et pourquoi on a des problèmes de sécurité, des choses comme ça. Et en fait, aujourd'hui, tu as moins de problèmes de sécurité sur un iPhone que sur un Windows entreprise où tu as un EDR, où tu as des politiques de sécurité, où tu empêches les utilisateurs d'être admin, mais en fait, il y a tellement de failles qu'ils peuvent quand même repasser admin, ne serait-ce que tous les Bring Your Own Vulnerable Driver, par exemple, que tous les EPT utilisent. Ouais. Donc, ouais, en fait, voilà, je pense que se dire est-ce que tel outil ou est-ce qu'un WAF ou tu vois, ça pourrait s'appliquer à tous les outils de sécurité, est-ce qu'il est efficace? En fait, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est pourquoi est-ce qu'on a des problèmes de sécurité? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cet outil-là? Pourquoi voilà. Pourquoi est-ce qu'on est encore en train de mettre des rustines autant que possible sur un système qu'on aurait dû, même si on sait que c'est coûteux, que c'est monstrueux à recoder, hein, mais qu'on aurait dû refaire avec des technos un peu plus saines par défaut? Mais bon, après, c'est des projets monstrueux qui prennent beaucoup d'hommes, enfin, hommes-femmes, hein, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, je pense. Mais les bases sont suffisamment peu saines que c'est peut-être pas parfait, excuse-moi. Mais c'est une nécessité. Si tu as 0 détection, le jour où ça se passe mal, tu vas même pas le savoir et ça va se passer mal pendant longtemps. Donc, on ne peut pas faire un bouclier infranchissable, on ne peut pas faire un système de détection non contournable. Mais bien sûr qu'il faut avoir des petits murs devant son infra, bien sûr qu'il faut avoir un minimum d'observabilité comportementale, et bien sûr que s'il y a personne qui regarde ou qui auto-triage à minima pour faire de la détection d'anomalies, il y aura trop de volume et tu ne pourras pas l'utiliser. En bref, on a une infra ou un système informatique ou un écosystème qui est dans l'état dans lequel il est, à savoir loin d'être parfait. Oui, on a des reworks sur des plus petits devices, sur des nouveaux appareils qui est nettement plus sain, à base d'un broker, une appli qui, elle, va être complètement déshéritée de tout ce qu'elle pourrait faire en termes d'impact système, si ce n'est parler à son broker. Et derrière, tu as
quand même une vie vachement plus saine. Il y aura toujours des bugs, mais au moins, tu n'as plus les gros fails non segmentés, systémiques qu'on subit et qui font que c'est nécessaire d'avoir encore plein de monitoring partout, que ce soit sur une machine, sur un réseau, sur du IoT, enfin, partout, quoi. En revanche, c'est pas parce qu'on a ce nouveau système bien cloisonné avec un broker qu'il ne faut pas de monitoring ou de logging. Ça, je sais pas ce que tu en penses, mais dans ta réponse, je comprenais un peu ça. À mon sens, que ce soit un iPhone, un appli Android ou autre, et d'ailleurs, j'en ai pas forcément énormément, l'absence de monitoring est un problème. Ne serait-ce que pour savoir, enfin, je dis pas qu'il n'y en a pas. L'absence de monitoring consultable par le end user, à savoir celui qui a envie de regarder un peu ce qui se passe. Moi, j'aimerais avoir un système qui me liste. C'est vaguement le cas avec les applications, les requested permission, etc. Mais pour une même application requested permission, pouvoir juste faire des filtres sur quelles sont toutes les requêtes qui sont passées sur le broker pour aller parler au réseau, pour aller parler au SMS, pour aller parler à machin. Ils ont mis il y a quelque temps, en tout cas sur Android, l'auto-hardening de request. Si une appli n'a pas demandé une permission pendant longtemps, ça l'auto-dégage. Parfait. Tu pourras la redemander, ça va te faire un prompt, ça va pas exploser. Top. Donc on a de la granularité qu'on n'a pas avec les Linux, sudo, tout ça. On a l'isolement et du force update. Du force update, oui. C'est pas vraiment force. C'est de l'auto-update. Ouais. Tu peux disable, que ce soit. Tu peux dire non. Mais c'est vrai qu'actuellement, comment ça s'appelle, sur les iPhones, vu que c'est un peu l'outil que j'ai, ils demandent quand il y a quelque chose, quand il y a besoin d'accéder à certaines informations, etc. Et c'est vrai que c'est quand même vachement plaisant parce que c'est un truc où, à l'époque, quand on avait les premiers Android, entre guillemets, c'était un truc où on se faisait. On savait pas trop ce qu'on donnait en termes d'autorisation. Et tout et n'importe quoi pouvait faire tout et n'importe quoi, justement, sur ton Au début, il me téléphone. semble que c'était assez open bar. Et au début, il y a eu le système d'application et de permission qui a été introduit, mais on n'était juste pas encore, nous humains, habitués à ce système. Donc c'était un peu comme les pop-up à l'époque. Oui. Hawk Next, ah merde, une nouvelle toolbar. Oui, voilà. Oh, Bon, putain. c'est le début, c'est le temps de se faire un nouveau mécanisme. La toolbar Yahoo, ça rentre dans la catégorie boomer. Hein. Ah ouais, mais Ça tombe bien, je parlais absolument pas de moi, mais d'un ami. Voire d'un ou d'une membre de ma famille, qui sait. Et puis c'est cool parce que c'est aussi arrivé dernièrement sur, pas encore sur Windows, ce qui est un peu triste, mais c'est arrivé sur macOS aussi, cette idée de granularité en termes d'autorisation sur les applications. Et même les applications sur macOS sont maintenant sandboxées. Quid de Linux, qui n'a pas encore vraiment d'application sandboxée. Il y a Snap. Cubes. Cubes. C'est le principe de Snap sur Ubuntu. Ouais. Il y a eu des tentatives. Quoi. Après, en fait, Cubes, c'est un bon exemple parce qu'il y a une réflexion derrière sur le modèle de sécurité. Et en fait, le problème, c'est que tu sandbox, mais finalement, tu fais tout en web aujourd'hui. Donc, en fait, ton navigateur, il a tous tes mots de passe, toutes tes sessions ouvertes, tous tes cookies, etc. Donc, tu peux le sandboxer vis-à-vis de tes autres applis. Et donc, en fait, aujourd'hui, dans un monde où 95% des interactions sont web, c'est plus efficace d'avoir des cloisonnements dans le navigateur, par exemple les profils Firefox ou des trucs comme ça, plutôt que d'avoir des sandbox systèmes qui s'appliquent au niveau du processus. J'abonde dans ce sens-là, vraiment. Le nombre de gens... Globalement, j'ai une misconfig sur mes machines. J'ai mon user dans le groupe Docker, parce que je vais pouvoir faire Docker PS machin sans me taper un sudo et un mot de passe à chaque fois. Oh là là, c'est une misconfig, ça route. Faut choisir ses combats. Genre, c'est pas un combat. Tout est valable d'environnement. Tout est des trucs qui font que tu vas pouvoir rebondir sur ton infra, sur tout un tas de choses relativement critiques pour toi. C'est accessible en userland parce que de base, tu es en user. Tous tes identifiants, mail, bancaire, assurance, ils sont dans ton browser. J'ai pas besoin de route pour aller les récupérer. On s'en fout de route. On s'en contrecarre. En tout cas, pour une machine desktop. Pour de la prod, c'est un débat différent. Il y a de la persistance, machin. Mais je vois le nombre de gens que je vois s'offusquer ou se refuser de la quality of life, voire même mettre un mot de passe court et rapide parce que c'est facile à taper, c'est vraiment ultra contre-productif parce que tu vas avoir, ok, tu voulais pas qu'on puisse avoir un accès root sur ta machine facilement local, alors qu'il y a déjà tout récupérable, pensable en tant qu'user et sûrement plein de misconfig pour passer route. Mais pire que ça, en ayant refusé de laisser tomber ce combat-là, tu as mis un mot de passe plus faible potentiellement, mais qui lui est atteignable à distance à base de SSH, VNC, RDP ou équivalent, nos machines et tout. Donc, le fait de vouloir, en tant qu'indépendant personnel ou en tant qu'entreprise, tacler tous les problèmes plutôt que choisir ses combats et savoir qu'il y en a certains, on s'en fout. Globalement, les audits où il y a des cases à cocher,
ça me fait vomir. Priorisez les trucs, faites des choses utiles, essayez de contacter des gens qui font de la vraie sécurité et pas du bullshit checkbox. Ouais. C'est voilà. Je vais sortir la carte boomer numéro 4. Let's go. On les enchaîne. Vous avez connu la Remanta, Mm. le modem USB que distribuait Orange dans les années 2000. C'était un modem bleu turquoise qui se branchait en USB et du coup, Année 2000, ouais, un truc du j'avais 4 ans, copain. genre. T'as peut-être joué à Dibou sur ton PC. J'ai joué à un niveau. Tu veux qu'on Et- chante Trois petits chats ou... En off pour le bêtisier de l'émission. En off, ok. Et donc, tu branchais ça et tu avais une IP publique sur Internet. Et bon, tout le monde était sous Windows 98 SE à l'époque, parce que Windows ME n'a pas existé. Et Un petit peu. sous Windows, et il y avait les gens qui se la racontaient et qui étaient sous Windows 2000. Et le problème, c'est que Windows 2000, c'était un vrai OS d'entreprise. Donc, en fait, ils étaient branchés en USB, ils avaient une IP publique, ils mettaient pas de mot de passe sur leur truc, parce que sur Windows 95, le mot de passe, tu faisais Escape, et tu vois, le mot de passe servait à rien, en fait. Et du coup, tu pouvais te loguer à distance sur n'importe quelle machine avec un mot de passe vide. Et Windows XP a introduit la feature que les comptes avec des mots de passe vides n'étaient plus utilisables en remote. Et du coup, à partir de là, c'était beaucoup plus sécurisé de ne pas avoir de mot de passe sur son compte plutôt que d'en avoir un, mais faible, comme tu dis. Si tu mettais admin, tu te faisais encore router à distance. Alors après, dans Windows XP SP2, ils ont ajouté un firewall, etc. Mais par contre, si tu mets admin sans mot de passe, là, c'était pas utilisable à distance. Et donc, du coup, Par contre, j'adore le concept. J'y ai pas pensé à ce que tu dis, mais c'est très vrai. C'est vrai pour Windows, mais pour Linux, là, plutôt que d'avoir des mots de passe forts pour ma machine, mais existants, je pourrais ne pas avoir de mot de passe, être juste avoir le sudo en do password all, qui est un peu crade, mais de toute façon, vu que tu as déjà la LPE Docker, il y est déjà. Donc en fait, pas de moyen de t'authenter en remote, rien d'exposé, et idéalement, pas le IP forward, pas de Docker, pas d'IP machin. Ça fait beaucoup. That's a lot of damage, mais bon, si le compte n'a pas de default shell ou que tu n'as pas, juste pas de mot de passe, tu peux pas t'autenter. Il y a un truc que tu as dit que je trouve ça fou, c'est qu'un firewall dans XP, ça a été introduit dans le Service Pack 2. oui, c'est après que Bill Gates s'est dit, bon là, les gars, faut arrêter les conneries. Parce qu'ils avaient enchaîné Code Red en 2001, qui était un verre chinois qui devait down le site de la Maison-Blanche, qui se propageait sur serveur web 2IS, qui était installé par défaut avec Windows 2000. Donc en fait, tous les gens qui avaient des Windows 2000 à la maison, en fait, se faisaient instantanément poncer. Ensuite, il y a eu sa sœur, Slammer, donc en 2003-2004. Et à un moment, mais ça, c'est des... Je ne sais pas, vous vous souvenez plus du verre Slammer, il se propageait sur les instances de SQL Server, mais il y avait une version de SQL Server que tu pouvais installer, qui était juste pour un usage personnel et que plein d'applications installaient. Et en fait, ce truc-là, il y a un verre qui s'est propagé dessus et tous les distributeurs de billets étaient éteints parce que, en fait, l'appli dans les distributeurs de billets utilisait ce truc en base SQL locale et du coup, ça s'était propagé via les réseaux internes de banques. Enfin, et Bill Gates a envoyé un mémo en disant, bon, les gars, on arrête les conneries. On sort le Service Pack de Windows, ça va être un Service Pack qui ne fait que de la sécurité. Donc, vous rajoutez tous les trucs à la firewall, le blocage des comptes sans mot de passe et trucs comme ça. Ils avaient, c'est là où ils ont introduit les stack cookies, le /ds dans Visual Studio pour compiler avec les stack cookies. Toutes les améliorations de sécurité dans Windows sont arrivées à ce moment-là. Et après, ça a été une lente descente aux enfers. Voilà, donc en fait, à un moment donné, ils se sont dit on va faire des trucs super bien. Et puis, il y a eu une décadence à un certain moment, parce que est-ce que c'est pas à ce moment-là que un peu l'histoire de la sécurité est arrivée? À partir des années 2002, 2004, un truc comme ça. Et puis juste après ça, en fait, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Pourquoi tout d'un coup on a eu une dégringolade? En Ça fait, n'a jamais ramp up, ça n'a pas dégringolé. en 2001, il y avait aussi, 2000 ou 2001, il y a eu aussi Mafia Boy qui avait réussi à down Yahoo et eBay, je crois, avec un DDoS qu'il avait fait depuis chez lui, quoi, avec sa machine. Et en fait, il utilisait une technique à l'époque qui c'était les connexions TCP Half Open. Donc, c'était du SYN flood, en fait. Tu envoyais des connexions avec TCP, mais tu répondais jamais et la machine devait garder un état en face. Et c'est suite à ça que les SYN cookies ont été introduits dans le Linux et Windows avait aussi un mécanisme qui a été que tu pouvais configurer avec les bases de registre et qui a disparu dans les versions ultérieures de Windows, puisqu'aujourd'hui, plus personne ne fait de DDoS avec des SYN-FLOOD. Et donc... il y a quand même des bons petits VPN qui tombent avec des SYN-FLOOD, hein, les meilleurs Nmap en entreprise. Oui, alors après... D'autres appelés flingués. Ouais. Bref, tout ça pour dire que... mais tout le monde s'en foutait, tu vois. En 2001, le mec tout seul dans sa chambre, il a down eBay, tout le monde s'en foutait. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à y avoir des impacts dans le monde réel.
Et soit des impacts physiques, typiquement les distributeurs de billets qui s'éteignent, c'était les premières fois en 2003-2004, soit des impacts vraiment monétaires. Enfin, tu vois, on a commencé à tout digitaliser. Par exemple, aujourd'hui, les impôts, si tu payes plus de X d'impôts, tu es obligé de faire ta déclaration en ligne. Mm. Les premières années, le site des impôts tombait le dernier jour parce que tout le monde déclarait à 23 heures le dernier jour. La partie facturation compta qui passe en obligatoirement numérique d'ici fin d'année ou début d'année prochaine aussi, il me semble. Et là, on est en train, honnêtement, moi je suis un ludite, hein, mais je suis absolument contre la digitalisation de la société et le fait qu'aujourd'hui, tu ne peux plus vivre sans téléphone portable, que tu as plein de processus qui te disent, bah, vous installez l'appli, si vous n'avez pas l'appli, vous ne pourrez pas valider le deuxième facteur, ou si vous ne pouvez pas recevoir de SMS, vous ne pouvez pas avoir accès au site. Et l'alternative, c'est de faire 50 km en bagnole pour aller à la trésorerie centrale et faire la queue 2 heures. Et il y a des process qui n'existent même plus en papier. Le jour où ça s'éteint, un mec, tu vois, qui va vraiment, pour le coup, vouloir rigoler avec un verre et éteindre Internet pendant 2 jours, t'as plus rien, t'as plus de paye. C'est encore le cas. Hein. Je suis d'accord. Le fait de ne pas avoir de backup en non numérique est un vrai problème et ça va backfire et ça va être terrible. Mais on a encore des gens qui s'amusent à DOS l'Internet plus ou moins volontairement de leur chambre ou d'un endroit random. Si tu penses au James Cattle, Forshaw et tout de l'équipe Portswigger, globalement, quand ils ont travaillé sur les HTTP desync, il y a quand même eu un moment assez terrible où ils sont amusés à target Cloudflare qui gère un tiers du trafic mondial encore actuel, il me semble. Et du coup, bon bah tu voulais te connecter à n'importe quel service ou un SSO quelque chose et tu tombais sur une page Jira. Tu voulais te connecter à un Confluence et tu avais un cookie Google qui arrivait. Enfin vraiment, ça a été une D5 de l'enfer à échelle Cloudflare et il y a eu un gros post-mortem et donc une personne compétente, joueuse, peut encore faire des ravages, à mon sens, principalement du fait que on n'a plus notre internet petit vivant organique, on a nos gros mastodontes et ben si tu arrives à en shoot un, tu as un impact monstrueux derrière. Je suis entièrement d'accord, en particulier sur le problème de Cloudflare. Mais je ne sais pas ce que On voit je pas de présente Cloudflare aujourd'hui de tous les Akamai grands, comme CDN. Enfin, tout le monde passe par des CDN et aujourd'hui, tu peux Ouais. plus lutter contre le DDoS, donc tu es obligé de passer par des tiers. Pareil sur le filtrage de messagerie. T'as pas, enfin, 100% du CAC 40 est passé MX hosté en interne. Complètement. Donc, Mais du coup, voilà, ne luttez plus contre le DDoS, acceptez-le. Embrace it. Acceptez-le. Allez, moi je vous propose un dernier sujet un peu intéressant, c'est les données personnelles. c'était pas intéressant. Si, si, Bon, moi, si, je prends si, que si. les sujets très intéressants. Très intéressante alors. Les données personnelles. Ouais. Pourquoi on a autant de mal à faire attention à nos données personnelles et pourquoi en fait les grandes entreprises elles ont du mal à nous protéger? Genre par exemple typical Free avec ce qui s'est passé et la fuite de la majorité de nos magnifiques IBAN. Ouais. Parce que les systèmes ne sont pas conçus pour résister aux humains. Enfin, quelques systèmes sont conçus pour résister aux humains. Et typiquement, les banques, s'il suffisait d'aller sur une page web, cliquer sur un bouton et d'envoyer de l'argent, bah, ça fait longtemps que tout le monde se mettrait des millions sur son compte en banque et partirait habiter aux Bahamas. Le problème de 99,9% des entreprises, c'est qu'il y a un share quelque part avec une feuille Excel dans laquelle il y a toutes les données de la boîte et tous les mecs qui quittent l'entreprise, ils ont tous copié cette feuille sur une clé USB, personne ne l'a vue et ils sont partis avec. C'est pour eux. On a des systèmes pour eux. La donnée, si tu veux qu'elle reste en sécurité, faut pas qu'elle sorte de ta bouche ou de ton laptop ou de rien. Il faut qu'elle soit hostée sur des machines qui ne sont gérées que par d'autres machines, dont les modifications sont double ou triple checkées par des humains qui n'ont pas de collision entre eux. Mais si tu as quoi que ce soit, quelconque interface qui permet d'exporter les données ou de les manipuler, tu vois, de les mettre dans une pièce jointe, tu te retrouves avec tous les problèmes qu'on a, où le mec il met tout le monde en copie ouverte, ce genre de choses. Il faudrait qu'on ait de la donnée révocable. Le système de tokens WT, où tu les signes et tu as très rarement des invocations des infrastructures pour pouvoir révoquer un token qui était fonctionnel. Parce que c'est une galère que tu l'as signé, il est valide jusqu'à une certaine période. Donc tu fais très souvent des documents valides pendant des tokens valides pendant 1 heure, pendant 1 jour, etc. Là, tous nos documents, ils ont une valeur trustée by design. On devrait juste à dire tous les documents, c'est du vent, mais on ne génère que des documents comme pour des identifiants, en fait. Oui. Uniques, fingerprintés pour tel provider, valable que jusqu'à telle période, juste de telle manière. Et du coup, chaque document envoyé devrait être un one-shot. Et une fois qu'il est plus utilisé, ne plus avoir de valeur pour un autre third party, un autre contactant, ou ne plus avoir de valeur dans la durée. Tant que tu limites pas la donnée, sa valeur et son efficacité dans le temps, dans l'espace, et en termes de qui
pas qui a accès, mais qui peut l'utiliser ou pour Ok. quel usage. Là, globalement, on est vraiment dans un cas où, quand la donnée fuite, elle va pas changer. Elle est déjà trustée, pas signée, donc un CV, une adresse, un RIB, ben, il va d'office être utilisable par n'importe qui maintenant, mais dans 20 ans. Donc forcément, bah, sur la durée, ben, linéairement, on a de plus en plus de données qui se baladent dans la nature, voire même pas linéairement, mais plus que ça, parce que Internet croît de manière non linéaire. Et du coup, c'est terrible. C'est On met des trousseaux de clés exactement partout. ce que fait France Identité quand tu peux générer des versions de ta carte, enfin des QR codes liés à ta carte Mm. d'identité qui contiennent une preuve de ton identité attestée par le gouvernement français, un usage et une date d'expiration. Mm. Alors effectivement, si ça fuite, bah, le QR code il est valable ad Et vitam, une clé peut mais c'est marqué ceci a été généré pour mon agence immobilière le 3 mars. Oui. Et du coup, si tu repasses ça à une banque 2 ans après pour avoir un prêt, la banque elle va dire c'est quoi ces conneries quoi. Après, bon, tu fais fuiter la clé source du QR code, tu génères un peu ce que tu veux. Mais... Non, mais justement, là, enfin, il faudrait faire fuiter la clé d'endorsement de l'État français qui te signe. Ouais, c'est ce que j'impliquais. Alors là, Mais Mais- l'État français est sous pipe. Ouais, pas loin. oui, mais la clé J'étais dans obligé un d'en parler. TPM, quoi. Mais après, il y a eu des cas en Estonie, la clé de génération des cartes d'identité a fuité parce qu'ils avaient un problème de PGCD. Donc en fait, tu prenais toutes les cartes d'identité qui ont été générées et en fait, il y en avait 5%. Où en fait, si tu faisais PGCD entre les deux, tu retrouvais les facteurs d'origine. Et après, une fois que tu avais ça, tu pouvais générer autant de cartes que tu voulais. Mais ça, c'était un problème d'implément hardware dans le TPM qui leur servait à générer ces cartes. L'update life cycle en hardware avec le rappel des cartes. Ouais. Pépite. Et ce qui fait ça me donne deux questions, c'est que en soi, ça se rapproche un peu de ce que tu disais, de ce que disait Newsoft, la digitalisation du monde. Parce que si on fait ça, c'est que vraiment on digitalise tout, quoi. Et puis de l'autre côté, finalement, notre plus gros souci, c'est l'humain. Donc à quel moment on le retire de l'équation dans tout ça? Ou est-ce que finalement, tout le principe même de l'échec de la cybersécurité, c'est parce que c'est l'humain qui l'a conçu? En fait, c'est un parallèle avec l'échec de l'humanité, surtout dans nos temps récents terribles. Oui. Oui. Oui, fucked up. Oui. C'est tout. Genre, c'est bon, c'est plié. L'échec de la sécurité est le reflet de l'échec global de la société humaine. Et je pense que ça nous fait une très belle phrase de fin. Oui. Parfait. Si je lâche le micro, je vais le casser par contre. Ah oui, je pense qu'il y a certains qui vont nous regarder avec des gros yeux. Avez-vous des conseils? Qui commence? Alors moi, je vais vous donner un conseil. Vous êtes tous les mêmes. Ouf. Non, mais mon entreprise reçoit 3 millions de CV par an. Quand une université indienne envoie, il y a des étudiants postulés, c'est 20 à 25 000 CV qui arrivent dans l'heure. Donc, pour vous différencier, reprenez des projets open source, ça connaît ce qu'on disait tout à l'heure. Faites des choses en dehors, enfin, je sais pas, même pas en dehors de la sécurité. Il y a quelqu'un qui me dit, moi, je sais pas, alors pas monter l'Everest parce que maintenant tout le monde l'a fait, mais c'est un peu original, voilà, où je suis maintenant dans un projet open source, où j'ai fait tel truc, machin. Et là, ça donne de la teneur au CV. Un CV qui vient, qui dit, j'ai fait du C, du SQL et je m'intéresse à la lecture, à Netflix et au tennis. On en reçoit 3 millions par an, des comme ça. Donc, allez un petit peu above and beyond et voilà, montrez que vous êtes passionné. Faites des choses, même si ça sort du cadre. Si vous êtes président d'une association, quelle qu'elle soit, même si ça distribue des repas ou je sais pas quoi, ça, c'est un CV qui va attirer l'œil. Montrez que vous bougez, que vous faites des trucs par vous-même sans que vous soyez poussé de le faire par eux. Voilà. Je vais la refaire. Faites des choses. T'as un conseil, toi, Laluka? Ouais, je vais pas être original, c'est le même conseil que je donne depuis quelques années. C'est 2 sous-conseils. Le premier, c'est un marathon, pas un sprint. Donc, ça ne sert à rien de rusher. C'est un coup à se cramer, à faire de la boulimie, vouloir trop faire, trop vite. Il y a trop de strates et de complexité maintenant. Il faut vraiment prendre son temps. Et la deuxième, c'est Don't go alone, it's dangerous outside. Ok. Parce que le nombre de personnes que j'ai vues potentiellement se cramer ou s'isoler ou arriver à leur fin, mais en n'appréciant pas le parcours, on sait que c'est un milieu où il faut y mettre un temps monstrueux pour pouvoir avoir un niveau, se faire plaisir et avancer, que ce soit en pro comme en perso. Donc, trouvez-vous un des potes avec qui tryhard, avec qui s'amuser, avec qui faire des projets, que ce soit des niveaux équivalents ou même pas du tout. On s'est tous fait carry à une époque et c'est un plaisir de carry les nouveaux aussi. Voilà, don't go alone, trouvez des copains, faites des trucs.
Trop bien. Pas d'isolement. Ceci conclut donc notre première émission pour Radio Theria avec deux incroyables invités, donc Newsoft et Laluka. Merci beaucoup d'avoir été présents et d'avoir passé 1 heure et demie à discuter de pas mal de sujets. On a quand même beaucoup déblatéré. On est passé de l'IA sur le code, la sécurité, les grandes entreprises, l'open source. Pour ceux qui nous regardent, qu'on avait potentiellement un plan des articles et tout, mais en fait, ça a fait jet 2D. Ça n'a pas été utile. On va parler de plein de trucs. Okay. Non, mais... C'est cool. Ouais. Chaque critique. Oui, c'est critique. Est-ce que ça veut dire que pour chaque coup, on a plus besoin de préparer? Peut-être, je ne sais pas. Moi, j'aime bien le fait que ça soit parti en discussion. C'était plein de retours, etc. Merci pour l'invitation. Merci pour la régie manuelle, parce qu'on te voit te démener depuis tout à l'heure. Et faut le faire. Ça redonne régie. Merci. Et plein de bonnes choses pour la suite de cette émission, ainsi que de l'école. Merci beaucoup. Merci. Super.